Bonjour Jérémy, Bonjour Nassim. bienvenue sur La On Discute. Merci. Content de t'accueillir ici pour parler de productivité, probablement un sujet qui obsède toute une génération. Je vais me mettre dedans, hein. Je vais me mettre dedans parce que j'ai toujours entendu ce terme et j'ai toujours été encouragé, probablement par mon entourage ou la société, tu vois, le coupable facile, à être le plus productif possible sans même savoir exactement ce que ça voulait dire. Est-ce que être productif, c'est pouvoir s'occuper d'une tâche de manière efficace? Est-ce que c'est pouvoir accumuler plusieurs tâches dans la journée? Est-ce que tu aurais une définition à la productivité ou c'est vraiment un concept complètement flou? Non, c'est intéressant ta question de base. Je vais faire un petit détour. Je me le permets par rapport à des travaux qui sont super intéressants et pertinents, ceux de Kenneth Craig. Mhm. Alors, personne ne le connaît Je malheureusement, le connais qu'il pas. mériterait d'être connu beaucoup plus, encore plus quand on parle de productivité. C'est un docteur, c'est un C'est chercheur? un neuroscientifique, il Ok. me semble, ou un psychologue, peu importe. Il a théorisé la logique des modèles mentaux. Tu connais, je pense, ce principe-là. Ouais. Et plus largement, des modèles du monde. Comme quoi ton cerveau et le mien ont une vision du monde qui n'est pas la même. Ok, Tu le savais déjà, ça? ça je le savais pas. Oh. Donc deux cerveaux, a priori similaires en termes de structure, etc., ont une vision du monde qui est différente. De par l'expérience, de par les éléments qu'on a appris, ce qu'on nous a inculqué. Un exemple que j'aime bien donner par rapport à ça, j'ai couru la Spartan Race de Carcassonne il y a 2 mois en arrière, et j'ai eu la chance de tomber sur Martial, qui était à sa 170e course, je crois. Ah ouais, On l'a fait ensemble. Moi, c'était ma première. trop bien. Et il s'avère que lui avait peur de l'eau. Parce qu'il a failli se noyer étant petit. Du coup, son cerveau a engrammé le fait que eau égale danger. Alors que le mien, eau égale plaisir. Ça, c'est un exemple un peu parmi tant d'autres. Autre exemple, lié à la musculation. Pour certains, le pullover, ça fait le dos. Pour d'autres, les pectoraux. Voilà. Voilà. Pour Ça ceux- fait le dos. Il n'y a pas de doute sur la question. pour ceux qui ont la référence. Ouais, je pense que tout le monde l'aura. Donc voilà un peu l'idée. Chacun a sa propre vision du monde. Pourquoi je te dis ça? Parce que la vision qu'on nous a inculquée depuis tout petit de la productivité, c'est que la productivité égale le temps passé à travailler. Ouais. Ce qui en soi fut vrai dans le modèle un peu tayloriste, Fordisme, où on travaillait en usine, où un salarié suivait le rythme de la machine, un peu comme dans les temps modernes de Charlie Chaplin, Bien sûr. où en fait le rythme était dicté par la machine. Donc logiquement, un temps horaire égale une production finale. Donc là, aujourd'hui, on a encore hérité un peu de ce modèle-là, ce qui fait qu'il n'est pas, on va dire, étrange pour nous de travailler 12 heures par jour pour un résultat. Sauf que maintenant, on est passé de l'industriel davantage au tertiaire. Et pour des métiers comme le tien, comme le mien, on a quasiment une asynchronicité entre le temps travaillé et les résultats. Parfois, tu peux dormir et faire du chiffre d'affaires. Absolument. Ou faire des vues sur YouTube, sur le podcast et j'en passe. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut redéfinir la productivité. Quitter la logique de temps travaillé égale productivité, plus pour une logique maintenant de quantité et de qualité et d'intensité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si on parle d'intensité, on fait directement écho aux fonctions cognitives. Comment est-ce que je peux, sur un temps donné, parfois limité, être très efficace dans ma tâche? Pas prendre 3 heures pour une tâche qui, naturellement, peut en prendre que 2, voire que 1 parfois. Donc on parle de motivation, on parle de procrastination, et on parle également de concentration. On pourra en parler plus en détail si jamais t'es intéressé, j'ai quelques théories par rapport à ça. Et après, la partie plus, cette fois-ci, qualité, on parle plus également de l'horaire, toi. Comment est-ce que je peux, moi, à mon niveau, composer avec mon énergie, avec le temps que j'ai à disposition pour être réellement efficace? Tu parles d'énergie. Je parle beaucoup d'énergie, C'est la deuxième fois que tu le mentionnes. complètement. Quel rapport ça a avec la productivité? Alors, pour le comprendre, j'aime bien citer les travaux, notamment de, forcément son nom m'échappe vu qu'on est en live, de celui qui a écrit le livre When, Michael Boyce, qui parle de chronobiologie. Tu connais un peu la chronobiologie? Ouais. Donc c'est totalement. un peu simplement la science des rythmes que nous avons tous. T'as ton rythme, j'ai le mien. Margot Alcien, typiquement, ceux qui nous écoutent ont également leur propre rythme. Et en fait, on connaît tous des variations des niveaux d'énergie et de production hormonale en journée. Ce qui fait que, littéralement, il y a des phases en journée où on est fait pour être plus productif que d'autres. Quand on ne le sait pas, le risque, il est simple, c'est de mettre des tâches simples, typiquement comme la gestion des emails, des réunions, des brainstorming sur un pic d'énergie. Donc tu viens gâcher ce pic-là. Inversement, quand tu le sais pas, tu peux également venir mettre des tâches beaucoup trop complexes quand tu es en creux d'énergie. Par exemple, tu te lèves tôt, toi je crois, Nassim. En général, ouais, je me lève. Généralement, tu es plutôt productif le matin. Absolument. Tu peux abattre un travail monstre, généralement de 8h du matin jusqu'à midi. C'est tout à fait ça. Et après, de 15h à 17h, généralement, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Voilà. Donc, si tu mets des tâches très importantes de 15h à 17h, tu mettras beaucoup plus de temps pour des résultats qui sont moindres versus si tu les programmes ne serait-ce que de 8h à 9h. Donc le danger jusqu'à maintenant, c'est de vouloir que tout soit comment dire, Uniforme. tout soit uniforme exactement, sans prendre en compte nos propres fonctionnements C'est ça, internes. complètement. Ok. À la fois les nôtres et ceux des autres. Pour que je n'aille pas t'imposer à toi, Nassim, des tâches compliquées qui viennent de moi quand tu peux pas les faire.
et que je comprenne pourquoi tu n'arrives pas à les faire pour composer avec. Je comprends. Donc déjà, le postulat de départ, la productivité, elle a changé depuis plusieurs décennies. Et aujourd'hui, on s'en fait une idée qui est pas forcément très Qui n'est juste. pas forcément la bonne. Qui est pas Preuve en est les horaires du bureau. Tu viens de 9h jusqu'à 17h. T'es pas productif de 9h à 17h. Non, ça c'est sûr. Et encore plus pour les gens qui ont un profil qu'on appelle vespéral, plus du soir, pour qui se lever à 9h, c'est atroce. Ils ne sont jamais efficaces avant 11h, voire midi. Donc pourquoi leur infliger ça? Mais malheureusement, le modèle qu'on a aujourd'hui impose cela encore. Alors qu'on pourrait en changer. Parce qu'encore une fois, ton modèle du monde, c'est celui-ci. Donc il faut changer le modèle du monde. D'où les travaux que j'ai mentionnés précédemment de Kenneth Craig. Là, tu nous balances plein d'infos très intéressantes et très importantes. Mais ça veut dire que ça pourrait remettre en question tout notre quotidien. À tous. Pour ceux qui le peuvent, oui. Quand c'est possible, encore une fois. Oui, bien sûr. Salarié en institution, Ça, c'est sûr. c'est plus compliqué. Mais reste le fait que tu peux former les managers et même les collaborateurs à cette logique-là. Pour comprendre pourquoi, typiquement, moi, Nassim, si je travaille, admettons, à la mairie de Lyon, pourquoi est-ce que je suis pas productif de 15h à 17h? Arrêtez de croire que je suis mauvais, que c'est de ma faute, etc. Mais juste, ok, c'est biologique. Alors, c'est pas non plus une excuse. Mais biologiquement, faire ça à ce moment-là, c'est pas efficace. Autant le faire plus tôt. Ou peut-être le lendemain. Mais pas à ce moment-là. Et comment on peut l'identifier, ça? Alors, c'est vraiment, on peut l'identifier en se connaissant mieux, avec l'expérience, ou est-ce que il y a vraiment des choses qui nous permettent de dresser des tendances en fonction des personnes? Il y a deux réponses à ta question. La première, il y a des tests par rapport à ça. Notamment Michael Boyce, j'en parle dans mon livre. Je crois que tu l'as pas très loin de toi, il me semble. Juste à côté. Tu as fait un questionnaire où en fait tu viens identifier 4 chronotypes principaux, que sont le lion, donc ton profil est le mien, plutôt matinal, le loup plutôt vespéral, donc plus du soir, l'ours qui lui est en lien littéralement avec le soleil, donc il se lève généralement sur le coup des 7h du matin et se couche à 23h. L'ours, t'as dit? L'ours. Et enfin tu as le profil dauphin, qui correspond au profil plus insomniaque. Je suis en désaccord avec Bruce par rapport à ça. Parce que dire qu'il y a un profil insomniaque, c'est rendre l'insomnie en fait comme étant une fatalité, ce qui n'est pas le cas. Oui, parce qu'il y a probablement des solutions. Il y a des solutions, ma compagne est experte là-dedans en plus, donc voilà, j'ai quand même pas mal d'insight pour dire que non, il y a des solutions par rapport à ça. Donc j'ai plus 3 profils en tête, le profil normal qui est encore une fois l'ours, le classique, et après le lion et le loup. Donc là il y a un test par rapport à ça. Mais rien ne vaut l'empirisme. Par exemple, tu mets un minuteur pendant une semaine sur ton téléphone toutes les 30 minutes et tu notes tes niveaux d'énergie, tes niveaux de concentration, de motivation. Pendant une semaine, ta productivité va être ruinée. Mais par contre, tu comprends tes fluctuations personnelles. Ça te permet d'identifier des choses que tu pourras utiliser plus tard. C'est ça, c'est un investissement. Tu penses qu'on a assez de recul pour arriver à estimer ses niveaux d'énergie et arriver à estimer ses niveaux d'énergie? Justement, c'est la deuxième partie de l'équation dont on vient de parler. La première, c'est déjà avoir des bons niveaux d'énergie. Pour commencer. Sinon, t'es biaisé. Ouais. Parce que, grosso modo, le chronotype de base, c'est pour identifier ses horaires de lever et de coucher. Si t'es devant les écrans jusqu'à minuit, forcément, t'as pas des bons horaires, ils ne sont pas naturels. Ça peut tout dérégler. Donc on commence déjà par optimiser ce qu'on a. Mais là, alors là, on peut parler de tout. Le sport, l'alimentation, le sommeil, etc. Complètement. Et même le rythme en journée. Encore une fois, tu en découles. Ok, qu'est-ce que je fais le matin, littéralement? En fait, c'est la science du quand. Quand est-ce que je mange quoi? Pour quel objectif? Tu manges un gros poulet frites à midi, n'espère pas être productif en journée. C'est pas possible. Clairement. Tu manges McDo, c'est pareil. Par contre, tu prends plus des oléagineux, des matières grasses de qualité, une viande, donc plutôt maigre, vers le poulet, la dinde, pour pas trop saturer la partie digestive. Là, tu peux espérer effectivement atténuer ce creux naturel d'énergie. Et tu dis les oléagineux pour contrôler la glycémie ou pas forcément? Alors, pour la glycémie d'une part, mais aussi pour recharger le cerveau, en quelque sorte. Donc, encore plus pour les profils comme toi et moi, on est efficace le matin, on peut abattre un gros travail, du coup, ça vide tes neurotransmetteurs. Et moi, j'aime bien catégoriser les macronutriments de la façon suivante. Les lipides, c'est le carburant pour le cerveau. Glucides, c'est pour le corps. Protéines, c'est pour la reconstruction. Donc, on a besoin de quoi? De reconstruction et également de carburant pour le cerveau. Donc, plus lipides et protéines. Sauf s'il y a grosse séance de sport le matin, évidemment. Évidemment. Tout ça est à contextualiser. Ça a pondéré, ça a individualisé. Ça me rappelle l'approche de Charles Poliquin, qui est un coach que je suivais, mais bien sûr, comme religieusement, et effectivement, il conseillait de manger. Lui, il avait le meat and nuts breakfast, donc de la viande et des noix au petit déjeuner. C'était un peu extrême, mais encore que, pas forcément. Et justement, il parlait de ses neurotransmetteurs et des différents chronotypes. Même niveau alimentation, il a de très bons
de très bons insights, Charles. Mais j'ai l'impression que c'était déjà quelque chose de popularisé dans le sport et d'accepter que nos niveaux d'énergie fluctuent au cours de la journée et de pouvoir les identifier, ça permettait d'être forcément plus efficace. Et de mieux se comprendre aussi. Ouais. Et de moins se référer à des bagues, comme j'ai ici, ou des montres comme toi. En fait, non, c'est mon niveau, c'est mon ressenti, et là, ça vient simplement confirmer éventuellement. Il y a beaucoup de mes clients qui, grosso modo, passent une bonne nuit, se réfèrent à leur bague, qui vient mentionner comme quoi la nuit fut compliquée, et qui d'un coup, le niveau d'énergie baisse. Pourquoi? Parce que le cerveau veut coller à la réalité qui lui est donnée. Je l'ai dit tellement. Sujet, ça, mais... Ça, mais non, c'est même pas un autre sujet, hein, c'est très intéressant parce que moi aussi j'en ai fait l'expérience et c'est pour ça que ma bague Oura, je l'ai enlevée. Parce que je connais assez bien mon corps maintenant, de toute façon. Et effectivement, le fait de se lever le matin, de regarder son téléphone et de voir ton score de sommeil, s'il est pas exactement en accord avec ton ressenti, tu peux te laisser embarquer par le score que tu vois plutôt que par ton ressenti. Là, alors Carl Friston, j'étale un peu mes littératures scientifiques qui parlent très bien de ça, qui parlent du cerveau prédictif. En fait, le cerveau humain n'est pas un organe réellement de réaction, mais d'anticipation des choses. Est-ce que c'est pour ça que tu dis que le titre du livre, c'est votre cerveau n'est pas programmé pour être productif? C'est encore autre chose, ça. Ça, c'est programmé pour la survie pour moi. D'où mes théories qu'il y a sur la procrastination, la démotivation, la déconcentration. Ça, on l'abordera après. On l'abordera après. Mais tu connais Anatoly qui perce sur les réseaux actuels? Ouais. Ok. Pour moi, c'est l'exemple flagrant du cerveau prédictif. Tu vois, il a un balai qui pèse 25 kilos, je crois. Anatoly, pour ceux qui ne le connaissent pas sur les réseaux sociaux, c'est un athlète de force athlétique. C'est un powerlifter. Qui fait des petites mises en scène en salle de sport où il se déguise en personnel de propreté, d'entretien. Il a un balai, il passe le balai devant des personnes qui font du soulevé de terre à 200 kilos et lui il soulève la barre comme si de rien n'était. Avec un balai ultra lourd. C'est ça, il a un balai et un seau qui pèsent entre 30 et 40 kilos, je crois. Et pour moi, c'est l'illustration parfaite du cerveau prédictif parce que le bodybuilder prend le balai, il s'attend à un balai classique. Donc le corps se prépare à réceptionner un balai qui est classique au niveau musculaire, etc., au niveau de la posture. C'est-à-dire tout léger. C'est ça, sauf qu'il pèse 40 kilos. Ouais. D'un coup, bim. Erreur somatique. L'erreur somatique, c'est l'écart entre la prévision et la réalité. Et en fait, le cerveau qui veut économiser son énergie cherche à minimiser au maximum cette erreur-là. C'est pour ça que toi, si jamais tu te dis devant un soulevé de terre Nassim à 200 kilos, je pourrais jamais le passer, il y a très peu de chances que ton corps libère l'énergie pour réussir à le passer. Même par rapport à un enfant. Un enfant, tu dis qu'il est mauvais en maths, il y a peu de chances pour qu'il réussisse son contrôle de mathématiques. Parce que tu engrammes en lui, dans son cerveau, la logique comme quoi il n'a pas les capacités de le faire. Donc son cerveau se dit pourquoi irais-je gaspiller de l'énergie qui est si importante pour moi pour un élément qui est voué à l'échec. Et ça, c'est essentiel à comprendre. Donc ça pour dire effectivement que les montres telles que celle-ci, les bagues et montres, quand on se réfère à ces dernières, le cerveau veut coller à la réalité des chiffres qui nous sont donnés. Et du coup, c'est catastrophique. Parce qu'on vient diminuer nos niveaux d'énergie parce que la métrique annonce que on n'a pas bien dormi, on n'a pas fait assez de pas assez de sport. Est-ce que ça veut dire que tu déconseilles totalement l'utilisation de ces appareils? Je les conseille en soirée. En soirée? Ouais, en fait, littéralement, ma bague, moi, je viens checker mes niveaux de sommeil de la journée à la fin de la journée. Ok. Comme ça, tu viens voir ou non si tes ressentis confirment les mesures. D'accord. Mais t'as pas d'influence. Ouais. T'évites que ça conditionne toute ta journée en le regardant dès le réveil. C'est ça. Et moi, je m'en sers littéralement que pour mes pas. Le reste, je m'en fiche littéralement. Parce que comme toi, le sommeil, c'est assez bien. Ouais. Bien sûr. Ça, c'est récent. Ça a 10-20 ans. On faisait sans ça avant. On savait qu'on avait ou non bien dormi. 100%. Ça, c'est clair et net. Et du coup, toi, dans ton cas personnel, la productivité, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est cette notion d'efficacité? Est-ce que c'est ça? C'est faire ce que j'aime faire quand je peux le faire. Faire ce que j'aime faire quand je peux le faire. J'ai 2 enfants qui sont assez jeunes, qui ont 6 ans et demi et 3 ans et demi. Je fais beaucoup de sport, je marche environ 15 minutes par jour. J'ai 2 séances de Krav Maga par semaine, 3 séances de musculation, du pancrace, du temps que m'accompagne. À côté, j'ai mon business, mes activités de l'immobilier. Donc, pouvoir tout faire sans pour autant renier sur mon sommeil ou potentiellement sur mes enfants. Mais quand tu dis ça, quelqu'un d'extérieur pourrait te dire, t'incarnes la définition de la productivité, en fait. J'ose l'espérer quand même. Ça serait quand même le minimum des choses. Une personne qui incarne, qui parle de musculation, qui n'a pas le physique qui va avec, pour moi, c'est dissonant quelque part. Bien sûr. Il faut incarner le message que l'on donne au monde. C'est essentiel. Donc pour moi, c'est pouvoir effectivement concilier ma vie de famille, le fait que j'aime dormir, que je fasse des siestes, que j'aime prendre du temps avec ma compagne, faire du sport en une journée. Donc ça englobe... C'est un moyen en fait. La finalité, c'est un moyen. Ça englobe vraiment tout. Ouais. Ok, très intéressant. Je pense que tout ça, ça permet déjà de déculpabiliser sur la notion de productivité et de se mettre une pression monstre pour effectuer des tâches de 9h à 17h, comme tu l'as dit, sans prendre en compte ce qu'on a envie de faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on a l'énergie de faire, etc. Donc ça, je pense que c'est déjà un excellent point. J'aime bien la phrase de Delavier par rapport à que j'ai transposé la productivité.
Quand on veut, on peut, sauf quand on peut pas. Toi, faire un gros soulevé de terre extrêmement lourd avec des longues jambes et des longs segments au niveau des bras, bah ouais, peut-être que tu peux, mais biologiquement, c'est plus compliqué pour toi. Dunker quand tu fais 1m20, t'as beau vouloir, tu peux pas. Être productif quand ton corps te dit non, bah, t'as beau essayer. Vouloir, tu vas forcément payer au bout d'un moment les pots cassés, c'est obligé. Donc quand on veut, on peut, sauf quand on peut pas. Est-ce que tu peux nous expliquer alors pourquoi tu as donné ce titre à ton livre ? Le cerveau n'est pas programmé pour la productivité. Parce que le cerveau humain est programmé pour la survie. Et quand on comprend ça, on comprend mieux pourquoi est-ce qu'on n'est pas productif. Et notamment mes théories que j'ai, alors je sais pas si c'est uniquement les miennes, hein, rarement les idées viennent d'une seule personne. Bien sûr. Mais sur la procrastination, démotivation et déconcentration, on découle. En fait, alors tout ça, désolé de te couper, procrastination, démotivation, et tu as dit quoi aussi ? Déconcentration. Déconcentration, c'est des termes qui sont connotés négativement à mort. Alors que non. Alors vas-y, explique-nous. Encore une fois, quand on veut, bah quand on peut, on veut, sauf quand on peut pas. Pour moi, la procrastination, encore une fois, ce sont mes théories, c'est pas étayé, etc. C'est moi qui les formalisé de par ma compréhension et mes recherches. Pour moi, la procrastination, c'est un manque de signal. Ton cerveau n'agit pas sans signal. Il y a 2 éléments qui motivent le cerveau humain. Soit la recherche du plaisir, donc une récompense, etc. Plus généralement, on appelle ça une recherche d'augmentation des ressources disponibles. Plus de temps, plus d'argent, plus de relations. Donc des choses qui viennent augmenter mes chances de survie. Ok ? Soit, deuxième signal potentiel, c'est éviter un danger. Donc typiquement, tu as procrastiné pendant 6 mois sur un projet que tu fais toi, Nassim. L'échéance, c'est après-demain. Le danger arrive. Donc là, tu te mets à travailler d'un coup. Ok, donc ça, c'est la procrastination. Après, pour moi, la déconcentration, c'est le fait que l'environnement n'est pas sécurisé pour le cerveau humain. L'environnement n'est pas sécurisé pour le cerveau humain. Tu es sur ton bureau. Ouais. Autour de toi, potentiellement, tu as des post-it. Une relance de l'URSSAF. Chose qu'on connaît bien comme entrepreneur. On connaît très bien. On connaît très bien. Qu'on n'apprécie pas trop. On apprécie rarement. Les impôts, des dossiers en cours, des notifications, etc. Tout ça, en fait, crée un cadre qui oblige ton cerveau à mettre en place ce que j'appelle le réflexe du zoom-dézoom. Tu zoomes sur ta tâche, tu dézoomes sur l'environnement. Pour voir s'il n'y a pas potentiellement un prédateur. Initialement, c'était prévu comme ça. Sauf que le prédateur actuel, c'est le courrier des impôts. C'est le post-it, le dossier en cours, le mail non lu. Donc si on vient pas épurer l'environnement de ces éléments-là, la concentration n'est juste pas possible. Parce qu'on est fait pour être déconcentré et non pas pour être concentré. Et enfin, dernier élément, c'est la démotivation. Là, j'ai un exercice de pensée que j'aime bien par rapport à ça. Imagine-toi à l'époque préhistorique, t'as très faim, d'un coup tu vois une biche au loin, qu'est-ce que tu fais ? Tu te mets en mouvement pour essayer de la tuer, pour récupérer la chair. Imaginons, elle t'échappe pendant 10, 15, 20, 30 minutes. Qu'est-ce que tu fais ? Tu t'arrêtes. Pourquoi ? Parce que naturellement, en fait, les ressources que tu vas dépenser pour l'obtenir sont plus importantes que la récompense que tu vas avoir. Donc c'est plus rentable. Donc c'est plus rentable, donc ça te démotive. Par exemple, tu as un billet de 100 € qui traîne par terre ici, tu te ramasses, tu le prends. Le même billet qui est au-dessus de l'Everest, t'iras pas. Alors que c'est la même valeur intrinsèque, ça reste 100 €. Mais l'effort à fournir, du coup, devient défavorable pour toi. Parce que tu gaspilles l'énergie qui est si importante pour ton corps et ton cerveau pour survivre. Soit pour faire face à un danger en combattant, soit en fuyant. Donc l'énergie, pour moi, est au centre de tout, en fait. Littéralement. Et alors pourquoi il n'est pas programmé pour la productivité ? À cause de la survie. Ça veut dire que on peut pas être productif. Ou que à certains moments. Il faut justement recréer les conditions optimales pour que la propriété puisse émerger. Et est-ce que c'est pas un peu illusoire de vouloir recréer les conditions optimales ? Dans quel sens ? Dans le sens où, tu vois, quelqu'un qui est dans la vie active, il va te répondre que c'est impossible en fait. C'est impossible parce qu'on est dans le monde réel. Donc on a effectivement des relances de l'URSSAF, on a effectivement des choses qui vont contribuer à faire en sorte que je ne puisse pas être productif. On va te sortir ce genre d'excuses entre guillemets. Bah là, tu vois, on peut coupler ce que tu viens de dire avec les éléments qu'on a vus précédemment sur la chronobiologie. Certes, t'as pas le choix. Le monde est ce qu'il est. Mais tu peux te dire, ok, je sais que ma phase de productivité, moi, c'est de 9h à midi. Durant ce temps-là, je coupe tout ce qu'il y a autour. La veille, j'ai préparé la tâche que j'ai à faire, avec les éléments dont j'ai besoin, l'objectif que je me suis fixé. J'arrive au bureau, je n'ai que ça à faire. Je ferme ma porte. Je mets un signal comme quoi je ne suis pas dérangeable. Je ne réponds pas aux messages, pas aux appels. Et après, tu peux, ok, te dire l'après-midi, vu que je suis moins productif, moins programmé pour l'être, parce que j'ai moins d'énergie, moins de ressources cognitives, là, je vais m'attaquer davantage aux éléments externes, aux emails, aux relances, aux collaborateurs, aux relations. On peut dire le matin, c'est un temps pour moi, quand on a le bon chronotype, et l'après-midi, c'est un temps pour les autres. Donc tu peux, grosso modo, reproduire, mais sur un temps limité. Mais ce temps limité étant ultra optimisé, tu peux abattre le travail d'une journée sur ce temps-là. Complètement. Et tu penses que le monde du travail est de plus en plus sensible à ça, ou il y a encore un gros travail à faire justement pour que
les managers, les patrons puissent être sensibles et puissent organiser leur équipe et leurs collaborateurs de façon à ce qu'ils puissent être productifs comme on vient de le définir? Je pense qu'il y a les deux extrêmes. Il y a des sociétés qui vont vers cela, notamment les grands groupes américains qui furent grosso modo des pionniers par rapport à ça, notamment Google qui est connu pour, Apple également. Après, il y a des entreprises pour lesquelles intrinsèquement, malheureusement, c'est pas possible. Tu bosses chez Peugeot, Renault, Citroën dans une usine de production, ton chronotype, tu t'en fous. Il passe la trappe. Il passe au second plan. Parce que tout ce qui est production rythmée par une cadence de machine, c'est imposé par la machine, pas par l'humain. Ouais. Donc, naturellement, tu peux pas faire avec. Je comprends, ouais. Après, peut-être que les choses continueront à évoluer petit à petit. Avec la domotique, avec la robotique, avec l'IA, certainement, c'est possible aussi, oui. Qu'est-ce que tu appelles la neuroplasticité? C'est la capacité qu'a le cerveau à se remodeler selon les expériences qu'il va vivre, tout simplement. Et ça nous introduit sur un terme vraiment intéressant, c'est l'importance de l'échec. En effet, c'est quand échec il y a que le cerveau est le plus plastique. Ok. C'est quand échec il y a que le cerveau est le plus plastique. Donc, il est le plus à même à apprendre et à se développer, entre guillemets, c'est ça? Complètement. Là, tu as les travaux de Jonathan Cohen qui sont super intéressants par rapport à ça, qui établit une règle, la règle du 85-15 en apprentissage. Il faut que 95% des apprentissages, lecture, formation que tu suis soient très très simples. Pour le côté très dopaminergique, très récompense, donc j'ai la motivation de poursuivre mon effort, et que 15% soient pensés et programmés pour te mettre en situation d'échec. Ok. Pour forcer ton cerveau justement à quitter la zone de confort pour se remodeler. C'est pas juste à te challenger, c'est à te mettre en situation d'échec. Idéalement, oui. Ok. Comme la musculation. Il faut passer par l'échec, par arriver à une limite pour créer l'hypertrophie. Tu fais que des curls à 5 kilos de tes 20 ans à tes 50 ans, t'auras guère de progression. Voire une régression d'ailleurs. Comment on peut identifier une situation d'échec d'un point de vue cognitif quand on essaie d'apprendre quelque chose? Quand tu lis un livre, tu connais pas un terme, t'es déjà mis en échec. C'est une situation d'échec, ok, je comprends. T'as du mal à comprendre une phrase, c'est une situation d'échec. Ou encore de façon plus pragmatique, un exercice de maths, t'as pas la bonne solution, c'est un échec aussi. 85-15. 85-15. Jonathan Cohen. Ok, trop intéressant ça. Et ça, selon toi, ce ratio, il permet de mieux assimiler et t'as dit quoi, d'optimiser la plasticité du cerveau? En fait, c'est créer les conditions optimales pour qu'elle advienne. Encore une fois. C'est quand l'homme préhistorique faisait face à un danger qu'il a créé des armes plus efficaces pour se protéger. C'est parce qu'il y avait des armures qu'on a créé au final des pistolets pour les percer. C'est parce qu'il y avait des canons qu'on a renforcé également, qu'on a arrêté de renforcer, les murs et les enceintes des châteaux. Parce que le canon pouvait les percer. Donc c'est la contrainte qui crée la créativité. T'as pas le choix, il faut passer par là. Tu crées des compléments alimentaires, il faut composer plusieurs éléments pour bien agencer en respectant les normes. Absolument. Ce serait trop simple, en fait, y a aucun bénéfice, quoi. T'as pas d'intérêt à le faire. Et t'as retenu les compositions, toi, à ton niveau. T'as retenu pourquoi c'est important. Ouais. Pourquoi c'est intéressant. Quand t'expliques dans tes vidéos, effectivement, une déchirure, un mouvement, etc., tu l'as étudié. T'es passé par des os, par des segments, par des muscles, par des tensions. En apprenant, t'as galéré, situation d'échec, tu t'es formé encore plus, tu l'as enseigné, du coup, tu l'as appris. Et maintenant, c'est en toi. Est-ce que tu estimes qu'on a peur de cette situation d'échec? C'est difficile d'être confronté à ça parce que ça joue aussi sur la confiance et ça joue sur ta capacité à être convaincu de réussir. Le plus gros problème, je pense, qu'aujourd'hui, c'est le confort. Et ça, on le sait très bien. On préfère être sur Netflix que d'apprendre quelque chose. Est-ce qu'on préfère vraiment? Est-ce que c'est pas juste, un comportement qui est presque automatique, qui est presque un peu inconscient, tu vois? Parfois, t'économises de l'énergie. Pourquoi irais-je, moi, à mon niveau, venir faire cette tâche compliquée plutôt que de faire uniquement prendre la télévision, allumer, regarder une série? Naturellement. Et en plus, tu viens coupler ça avec les travaux de Roy Baumeister qui explique que la motivation, c'est comme un muscle. Ça vient s'épuiser, plus on va l'utiliser, plus il s'épuise. Naturellement, après une journée complète à l'usine, t'as pas le temps de réviser un Master 2 en neurosciences, toi, non. Non, tu vas sur des séries. Tu vas sur des vidéos YouTube. Et c'est tout. Parce que ton énergie est plus disponible pour avoir l'état de concentration nécessaire. Et en plus, très souvent, t'as pas la logique du sens qui vient s'ajouter. Toi, tu fais l'effort à ton niveau d'apprendre des mouvements, des tenségrité, etc. parce que ça fait sens pour toi, ça te plaît, ça te parle, ça te passionne. Le mec qui a l'usine, ça fait pas sens pour lui, malheureusement. Il fait ça parce qu'il faut manger, il faut vivre. Il faut payer des factures. Donc quand ça fait sens pour toi, tu peux te dépasser pour obtenir le résultat que tu veux obtenir. Parce que c'est intrinsèque, c'est en toi. T'as dit juste avant, la motivation, c'est comme un muscle. Ça peut s'épuiser. Ouais. Elle vient d'où cette cet épuisement? Non, pas cet épuisement, mais comment on en est arrivé à considérer que la motivation pouvait s'épuiser? Les neurotransmetteurs principalement. Ok.
Donc neurotransmetteurs, c'est quoi? C'est les messagers chimiques du cerveau pour communiquer entre les neurones et induire des actions, des réflexions, des mouvements. Et plus tu vas réfléchir, plus tu vas agir, plus tu vas être dans le mouvement aussi, plus tu vas les épuiser. Donc forcément, moins t'en as, moins tu peux compter dessus pour être motivé. Et en fait, ce qui va se passer au niveau cérébral, d'après ce que j'en comprends, et ce que la science en sait aujourd'hui, parce que la science évolue constamment, tu viens passer d'un mode de raisonnement qui est axé sur le préfrontal, juste ici, donc le siège de la rationalité, de la planification, de la prise de décision, pour davantage un mode limbique, donc plus l'aspect émotionnel, réactionnel. Donc tu viens quitter l'un pour l'autre, parce que le premier est trop coûteux en énergie, encore une fois. C'est ce que Daniel Kahneman appelle tout simplement le système 1 et le système 2. Système 1, c'est réactif, émotionnel, rapide. Système 2, c'est plus dans la pensée, la logique. Mais le second a un coût plus important que le premier. Donc si tu manques d'énergie, naturellement, tu passes davantage en premier que sur le second. Et ça veut dire que ça s'entraîne alors, la motivation? Tu peux l'entraîner, déjà en créant un cadre pour la motivation. En effet, si au quotidien, à ton niveau, t'as pas de notification, t'as pas ces fameux post-it, ces fameuses lettres, tu vas limiter le fait que ton cerveau y pense. En fait, quand tu vois une tâche qui n'est pas à faire maintenant, quand tu vois une relance de l'URSSAF, peu importe, tu viens ouvrir au niveau du cerveau ce qu'on appelle un buffer cognitif. Donc c'est une pensée simplement, le cerveau se projette dans les conséquences de l'URSSAF par exemple, dans la tâche à réaliser. Et tout ça à l'image un peu d'un navigateur internet, ça prend de la bande passante. C'est coûteux. Quand tu as 11 onglets ouverts, ton ordi rame davantage que quand tu n'en as qu'un seul. Donc tu peux effectivement limiter la perte d'énergie liée à la motivation, mais pas la supprimer. Mais tu peux aussi la recharger. Là, avant de venir, j'ai pris un Uber pour faire un NSDR. Donc c'est une sieste sans dormir. Tu connais? Non. Alors attends. NSDR. Dès que j'ai NSDR. un tournage à faire, je prends constamment un Uber. Jamais les transports en commun pour me reposer et être en forme. Un NSDR, c'est quoi? C'est un scan corporel. C'est bien du yoga nidra. Attends, ça doit vouloir dire non-sleep? Deep rest. Rest, ok. Un repos profond sans sommeil. En fait, tu fais un scan corporel. Tu commences par l'extérieur, par identifier des sons qui sont au loin. Progressivement, te ramène sur toi. Tu quittes du coup l'aspect plus dopamine pour l'aspect plus sérotonine, qui est lié à l'ici et maintenant. Et après, tu scannes ton corps, ok. Donc tu ressens ton doigt, ton pouce droit. Après ton index, ton majeur. Et tu passes tout le corps comme ça. Et ça fait un reset neuronal. Ça recharge tes batteries cognitives. Et en 20 minutes, t'as des super effets. Et comment... Enfin, tu saurais nous expliquer pourquoi ça fonctionne comme ça? D'après ce que j'en comprends, c'est une remise à zéro des circuits dopaminergiques, au niveau du cerveau humain notamment. Je n'en ai pas plus que ça. Ok. Mais en tout cas, ça marche terriblement bien. Et donc, tu as des guidages directement sur YouTube de NSDR. Ah ouais, d'accord. Tu peux suivre un petit tuto pour... Tous les pour midis, faire ça. j'en fais. Il n'y a pas un midi dans ma semaine où je fais pas cette pratique-là durant 20 minutes. Et maintenant, t'as plus besoin de tuto, de... J'aime bien quand même, ça me Ok. berce. D'accord. Très souvent, je m'endors d'ailleurs, mais ça fait du bien. Tu repars sur une seconde partie de journée, littéralement en fait. Ça te remet à zéro. Et ben, si t'en as un recommandé, on le mettra en description sur YouTube. Cédric Michel. Cédric Michel, ok. Ouais, qui est On très... mettra le lien direct sur YouTube. Ça Comme marche. ça, les gens pourront cliquer dessus. Et ça, tu l'utilises, tu l'as fait avant de venir ici pour, pas reset, mais recharger Complètement. ta capacité de concentration. Concentration, même de l'énergie de façon générale. Parce que ça coûte de l'énergie ce qu'on fait là. Bien sûr. Littéralement, c'est de la cognition, c'est de la réflexion. Ouais. J'écoute tes questions, j'y réponds, tu penses aux suivantes, je pense aux réponses, etc. Et tu vois vraiment la différence? Ouais, vraiment. Ah, c'est la nuit et le jour. Pour moi. Faut que tu puisses tester aussi. Bien sûr. Mais pour moi, c'est la nuit et le jour. Et tu le fais plusieurs fois par jour? Ou juste fois une par fois, ça suffit? Une fois par jour, sauf quand j'ai des tournages. Quand je vais à Paris, je le fais avant le tournage et après le tournage. Et 20 minutes, c'est la durée de base ou des fois c'est plus court, des fois c'est plus long? Non, t'as différents formats. J'aime bien le 20 minutes. T'en as à 12 minutes, 15 minutes. Le temps optimal de sieste, d'après la NASA, parce que c'est quand même apparenté à la sieste, ça serait 26 minutes. Mais là, on parle de sieste. Là, on parle de sieste. Donc, on peut potentiellement dire entre 20 minutes et un quart d'heure, c'est déjà bien. Ok. Avec 20 minutes de NSDR, t'as déjà pas mal T'as de très bons effets positifs, ouais. très bons effets positifs. Je connaissais pas du tout. Tu pourrais Donc là, tu essayer vois, le tu m'apprends quelque NSDR. chose. Mais du coup, c'est différent de la méditation. C'est pas la même chose, hein. Non, vraiment, Ou c'est un type de c'est méditation. très actif comme process. Vraiment, tu viens scanner ton corps. En fait, tu viens quitter justement les buffers cognitifs dont on a parlé, les fameuses pensées qui sont non pas de l'interoception mais de l'extéroception, pour repenser à toi. C'est pour ça que généralement on commence très très loin par les sons de la rue et on finit sur tes pensées à toi. D'accord. On vient recentrer ton focus sur toi-même et non pas sur le reste. Mais dans ces 20 minutes, faut pouvoir ne pas être dérangé. Ouais, d'où encore une fois le Uber qui est parfait par rapport à ça. Moi j'ai un masque de nuit, toujours avec moi, des AirPods en mode vraiment annulation du bruit. Et voilà, le temps du transport, c'est parfait. Ah ouais, t'as ton cocon. Et là, t'es sûr que tu peux Tout le recharger au max. C'est bien ça. J'ai un podcast tout à l'heure, donc je le ferai entre midi et 2. Parfait. Tu peux me rappeler parlera de podcast. Je t'enverrai un message, tu m'enverras le Avec lien plaisir. le lien de la vidéo Juste comme après, ça. avec plaisir. Comme ça, je pourrais checker ça. C'est tout ça ce que t'as dit
sur la motivation, c'est vraiment très intéressant. Et tu sais, dans le monde du sport, on a tendance un peu à opposer motivation et discipline en se disant la motivation, ça n'existe pas, c'est un concept qui a été inventé. Si tu veux être productif, sois discipliné. Donc tu t'imposes limite des choses à faire sans parler de motivation. Mais comme tu viens de nous le dire, la motivation, ça existe vraiment. C'est quelque chose de physiologiquement présent et qui peut se décharger, se recharger en fonction des tâches qui ont été accomplies dans la journée. Est-ce que toi, tu as déjà été confronté à cette notion de discipline et t'obliger de faire des choses même si tu n'avais pas envie de les faire, en pensant que si tu ne les faisais pas, de toute façon, tu étais un peu un feignant? Ah bah, je fais de la musculation depuis 2015, je crois, donc ça fait quasiment 20 ans, pas 20 ans, ça fait 10-15 ans que j'en fais. Mais tu vois, c'est intéressant, Bon, ça a 17 ans. c'est intéressant que tu prennes l'exemple de la musculation parce qu'effectivement, la notion de discipline, on pourrait prendre n'importe quel sport d'ailleurs, hein, la notion de discipline est très 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 présente. Et bien souvent, personnellement, j'essaye de mettre de côté ma motivation pour faire appel à ma discipline. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise habitude? Rectification, j'ai commencé en 2007, pardon. Donc, en fait, juste après moi, 2006 moi. Ah ouais? Ah ouais. C'est marrant. En fait, tu peux concilier les deux. Déjà, quand t'es jeune, entre guillemets, on n'est pas vieux, mais quand tu commences la musculation ou n'importe quel sport, tu peux y aller pleine balle. Tu peux récupérer, souvent t'es étudiant, t'as les bonnes conditions pour, t'as très peu de charges. T'as pas besoin de trop te poser de questions. De l'argent, t'as pas plein de trucs, etc. Voilà, t'as pas Absolument. de charge mentale en trop. Donc moi, pendant des années, je m'entraînais littéralement de 5h du matin à quasiment 8h du matin avant le travail salarié. Et ça, je l'ai fait durant très très longtemps. Ah ouais. Mais aujourd'hui, en fait, tu peux encore une fois concilier les deux en faisant ta séance de sport, mais en adaptant cette dernière à ton niveau actuel. Faire ton sport sans pour autant te dépasser à 100%. Après, l'écueil dans lequel ne pas tomber, c'est en faire moins, plus par fainéantise. Et c'est dur de trouver cet équilibre. Etc. L'exemple que j'aime bien prendre par rapport à ça, parce qu'en fait, il y a des conséquences, mine de rien, à être constamment dans la discipline. Parce que tu peux outrepasser tes capacités d'un instant T. Ça peut conduire à une blessure, à une fatigue et j'en passe. L'exemple que j'aime bien prendre, c'est le bain froid ou la douche froide. T'en prends, toi, à ton niveau? Je prends des douches froides, ouais. Ok. Comment tu prends une douche froide? Alors, pas avec l'eau, etc., mais tu chronomètres? Comment ça se passe? Alors, au début, je chronométrais. Ouais. Je l'ai fait pendant 4 semaines. Okay. Et maintenant, je le fais vraiment à l'instinct, en essayant de rester toujours à peu près 1 minute. En fait, je commence par ma douche classique. Et je finis avec l'eau la plus froide possible pendant 1 minute. Ok. C'est ça mon protocole. Moi, ce que je te conseille d'essayer, déjà, c'est d'arrêter de chronométrer, t'as bien fait. Et on verra pourquoi après. Pour passer, une logique de ce que j'appelle des murs d'adrénaline. Ok. Quand t'es sous le froid, tu ressens parfois cette envie presque irrésistible de partir. Toi, la respiration s'accélère, le cœur également s'emballe. Là, c'est signe comme quoi ton corps produit de l'adrénaline pour te forcer à te barrer de la situation, en fait. Parce qu'encore une fois, il y a un danger de survie pour ton corps. On en revient à la survie. Généralement, quand tu passes ce mur-là, tu redeviens calme. La respiration également s'apaise, le rythme vient décélérer. T'es d'accord, tu confirmes? Absolument. Et peu de temps après, ça revient. Ouais. Ok. Moi, j'aime bien effectivement conseiller aux personnes de franchir 5 murs d'adrénaline. Donc 5 fois ce signal comme quoi je veux me casser et me barrer. Pourquoi c'est important de quitter la logique du temps pour cette logique-là? Parce que ces murs d'adrénaline, qui fonctionnent du coup de façon pulsatile, vont bien représenter tes capacités à un instant T. Imaginons que tu as très mal dormi. T'as des problèmes, etc., potentiellement qu'ils vont survenir en 5 secondes. Beaucoup plus rapidement. Mais c'est ok parce que c'est en lien avec tes capacités à un instant T. Admettons, tu dors bien, t'as une bonne nouvelle, t'as fait une super vidéo qui cartonne, là peut-être qu'ils vont advenir en 10 minutes. C'est possible, toi. Ok, parce que c'est encore une fois adapté à tes capacités. On vient pas dépasser ton seuil d'adaptation par rapport à ça. C'est le principe de l'hormèse, que tu connais potentiellement, on est en plein dedans. Pour la musculation, c'est pareil. Si jamais t'es fatigué, ça je l'ai fait durant des années, mon fils qui a pas dormi durant 2 ans le premier, la musculation des grosses charges à 5h du matin, je l'ai fait. À les conséquences, j'ai fini presque en burn-out et j'ai fini accro à la caféine. Je buvais 18 tasses par jour. Parce qu'encore une fois, j'ai dépassé mes capacités à un instant T. Mais j'avais pas connaissance de tout ça à l'époque. Bien sûr. Donc tu peux te dire, ok, je suis plus fatigué, je m'analyse, je me comprends, je vois mes ressentis, donc je vais adapter la séance. Et non pas me l'imposer en quelque sorte. Donc je fais sans faire. C'est bien parce que j'ai l'impression quand même qu'on sort petit à petit, même auprès des musculeux entre guillemets qui avaient l'habitude de faire ça, on sort de cette logique de no pain no gain, à vouloir s'arracher complètement jour après jour pour être beaucoup plus attentif à ce qu'on ressent et à arriver à estimer ses capacités au jour le jour. Mais toi, on en sort parce qu'on a pu tutoyer les extrêmes. Toi comme moi, je pense qu'on allait très très loin. Bah oui, c'est sûr. J'ai fait des mouvements, des fois je me désactivais le biceps, tendinite de là à là, etc. pendant des années. Mais en tutoyant l'extrême, j'ai vu justement les limites de cette approche pour venir tranquillement revenir au centre. Moi, tu vois, c'était pas forcément sur l'intensité, mais c'était vraiment sur la régularité à outrance. Okay. Je voulais pas rater une seule séance. Et je peux te dire que pendant très très longtemps, peut-être pendant une décennie, je pense,
j'ai pas raté une seule séance. Donc je faisais toutes mes séances religieusement, tous mes exercices, toutes mes séries, toutes mes répétitions. C'était vraiment réglé et comment dire, j'avais une espèce de satisfaction à fonctionner comme un robot. Oui, parce qu'en plus, ça avait l'image du robot. Absolument. Cette notion, encore une fois, on en revient à Carl Friston, que j'ai une étiquette, je peux pas m'en départir, parce que m'en départir, c'est un coût pour moi. Ouais. Je change de modèle du monde. Kenneth Craig, cette fois-ci. Et pour revenir à ce que tu as dit sur les murs d'adrénaline. Oui. Tu as dit qu'il fallait subir, entre guillemets, moi, j'aime bien 5. C'est ma métrique à moi. Ça peut être moins, ça peut être 2, 3, ça dépend des individus. Ok. Et aussi, l'autre métrique à prendre en compte, c'est le froid. Il y a froid et froid. Et aussi, il y a douche froide et bain froid. Oui, c'est pas la même chose. Il y a bain froid et bain froid en rivière. Ouais. Il y a quand même beaucoup d'éléments qui changent, quoi. Ouais, une douche froide, ça va. Ça va. Quand t'as fait des bains froids en rivière, la douche froide. Ouais, ça passe. Ça. Mais tu vois, le mur d'adrénaline, quand je prends une douche froide, j'en ai qu'un seul. Après, il y en a pas d'autres. Je peux rester presque indéfiniment. Je sais pas combien de temps je suis resté le plus. Parce que le froid n'est plus assez froid pour toi, tu t'es adapté à ce froid-là. Exactement. T'as créé des graisses brunes, etc. pour produire de la chaleur. J'ai peut-être pas assez créé de graisse brune. Il va falloir que je me mette encore plus dans la douche froide. Ok, ça c'est intéressant. Je crois que tu mentionnes que le cerveau fonctionne en cycle. Ouais, bah tout fonctionne en cycle. Tout fonctionne en cycle. On l'a vu précédemment, le rythme des chronotypes, c'est un cycle. Également, il y a le rythme circadien, tu connais. Bien sûr. Donc le rythme qui dépend simplement du soleil, du coucher et du lever. Duquel dépend également production de cortisol et de mélatonine. Mais aussi, maintenant, si on parle plus du cerveau, tu as le rythme appelé ultradien cette fois-ci, que tu connais potentiellement. Non. Ultradien ? Ultradien. Je connais pas. Là, c'est les travaux, cette fois-ci, de Tony Schwartz qui en parle beaucoup. Simplement, c'est le fait que tu as des phases de productivité d'énergie qui durent en moyenne 90 minutes. Ok. Et au-delà. Ça, c'est au cours de la journée, du coup. Hein. C'est des cycles qui vont être journaliers. C'est ça. Et le plus important, c'est pas tant cette phase-là, ça on s'en fiche, c'est le fait que Tony Schwartz explique qu'après ces cycles-là, il faut observer en moyenne 20 minutes de pause pour repartir sur un nouveau cycle. Et très souvent, on s'en fait l'économie de cette pause-là. Ce qui fait qu'on dure moins longtemps. On pourrait tenir 3 heures, donc 2 fois un cycle. Et au final, on dure 2 heures parce qu'on n'a pas respecté encore une fois la pause qui est recommandée. Tu vois, j'avais entendu cette notion, cette idée des cycles de 90 minutes dans un podcast de Andrew Huberman. Je savais pas que c'était ça et que ça s'appelait ultradien. Ultradien, oui. Ultradien, ok. Et ça, tu peux le coupler avec les chronotypes dont on a parlé. Toi, t'es matinal, tu dis ok, je fais un cycle typiquement de 7h à 8h30, une pause d'une demi-heure. Et après, je reprends du coup, ça ne partage pas quelle heure, 10h à 11h30. Est-ce que tu conseilles de chronométrer ou non, plutôt d'être attentif aux fluctuations des niveaux d'énergie et j'aime prendre bien une pause le chronomètre. Okay. Pourquoi ? Parce que, il y a plusieurs éléments. Déjà, tu as un repère à ton niveau et ça crée une urgence. Donc forcément, tu as le chronomètre qui défile. Tu veux, du coup, pour respecter ce chronomètre-là, être efficace dans ton travail. Et si en plus, tu as des collaborateurs. Ça, je recommande très souvent aux entrepreneurs avec qui je travaille. Et il y a un chronomètre très visuel à mettre sur votre bureau. Il y a des trucs qui se vendent, des fois j'ai la pub sur Insta. Ouais. Des trucs que tu colles sur ton bureau, t'as un gros chronomètre. Complètement. Tu peux le remonter un petit peu comme un chrono, hein, du coup. Ouais. Ah bah super. Et tu confirmes que c'est pas mal. Ça marche très bien. Je me suis toujours dit, est-ce que ça vaut le coup d'en acheter un ? Et encore une fois, plus pour tes collaborateurs parce qu'ils voient le chronomètre. Tu signales aux autres que il faut pas te déranger à ce moment-là et qu'ils pourront venir dans un temps qui est mentionné. C'est pas simplement Nassim est pas dérangeable. Il sera disponible dans tant de temps. Donc ça rassure aussi tes collaborateurs. Il va pas se repointer dans 10 minutes pour voir si tu bosses ou non, toi. Ce qui est atroce d'ailleurs. Parce que, ouais, effectivement, tu penses que les interventions extérieures, enfin, tu penses pas, tu l'as dit juste avant, hein, d'ailleurs. Les interventions externes, ça peut complètement ruiner ton flow. Bien sûr. On peut parler de flow d'ailleurs, de flow de concentration. On peut parler de flow, bien sûr. Ouais, ça, c'est un terme démocratisé qui est très intéressant. On peut limiter leur impact. Notamment, et c'est très mal poli, en ne pas regardant la personne qui vient. Parce J'adore que faire ça. Si tu détournes ton système visuel de ton travail, déjà tu viens balayer beaucoup d'éléments. Bien sûr. Donc ça vient ouvrir les fameux buffers cognitifs dont on a parlé. Et en plus, le système visuel est vraiment impliqué dans la concentration. En fait, quand tu bosses sur un écran, tu es sur un mode qu'on appelle le mode vergence, converger. C'est-à-dire que toute ton attention est sur un point fixe. Toi, tu vois en cône qui vient se rétrécir. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour produire notamment de la noradrénaline qui vient augmenter la concentration et la motivation. Donc, dès lors que tu viens dézoomer, tu viens quitter ce mode-là. Le quitter reste intéressant pour les pauses, par contre. Quand ton minuteur a sonné, je t'invite réellement à quitter ton téléphone et tes écrans pour quitter ce mode vergence pour un mode qu'on appelle le mode magno-cellulaire. Là, c'est un champ qui est beaucoup plus élargi. Pourquoi ? Parce que ça repose justement ton système oculaire. Donc également ton cerveau par voie de conséquence. Parce que les yeux, simplement, c'est une partie du cerveau qui est à l'extérieur. C'est juste ça. C'est pour ça que certains conseillent de
très régulièrement de regarder au loin, d'essayer C'est ça. de fixer le point le plus éloigné Dès que je vais possible. marcher, je fais ça. Et c'est pour ça que je vais marcher durant mes pauses. Mais alors en plus, nous, on a tendance à faire le contraire, c'est-à-dire après avoir fait une tâche qui est demandeuse, on va être devant son écran à scroller sur Insta ou Alors, regarder. idéalement, il faudrait encore une fois aller dehors et marcher. Je dis marcher parce que ça introduit aussi du mouvement en plus. Bien sûr, ouais. Sans compter la vitamine D, etc. Oui, oui, le oui. soleil, l'oxygène, l'air, le bruit. Et en plus, tu peux travailler vraiment ta vision aussi périphérique, chose qu'on fait plus aujourd'hui. On a perdu vraiment en capacité à voir très loin en périphérie sans bouger le regard. Sauf que en voiture, quand tu conduis, le danger vient souvent sur le côté. Bien sûr. Quand tu te bats, tu prends un crochet, ça vient sur le côté aussi. Donc tu perds des réflexes. Donc ton cerveau est plus en zone d'insécurité, ce qui peut créer un stress latent. Ok, super intéressant. Donc ces cycles de 90 minutes, Oui. ça fait partie des cycles du cerveau. C'est les seuls cycles? Alors, je les connais pas tous, il y en a beaucoup plus, mais les principaux, c'est circadien, donc le rythme du soleil, Oui, bien sûr. ultradien, du coup ce fameux cycle-là, et t'as infradien, qui sont les cycles plus longs. Typiquement, les périodes menstruelles, c'est de l'infradien. Ok. Mais t'as aussi le cycle des saisons. Donc là, c'est en dehors du cerveau, mais ça impacte le cerveau. T'es moins efficace, techniquement parlant, en hiver qu'en été. Et en Et fait, c'est juste, alors, t'es moins efficace en hiver qu'en été à cause de quoi? De la luminosité? luminosité, aussi, t'es pas fait pour. On en revient à la survie. Économie en hiver. Économie d'énergie en Bien hiver. sûr, ouais. En fait, techniquement parlant, il faudrait que les grandes vacances soient en hiver. Alors que l'été, techniquement, c'est l'expansion. T'as de l'énergie, la nature est là, les animaux sortent, tu peux être un prédateur. Donc tu dois aller vers l'extérieur, vers la conquête. L'hiver, c'est plus l'introspection, logiquement encore une fois. Et quand tu comprends ça, tu peux planifier ton année en fonction de cela. Par exemple, écrire un livre, peut-être plus le faire en hiver, toi. T'es tranquille, t'es posé, t'es moins tourné vers l'extérieur, mais plus sur toi-même. Trop intéressant. Merci. Je vais réenvisager mon programme de l'année. Je suis désolé, j'étais en train de réfléchir en même temps là, à me dire attends, mais je vais bosser sur quel projet cet hiver, histoire d'être le plus efficace possible. Je vais y réfléchir. Il faut en prendre compte, il faut en tenir compte. Peut-être que ce sera un livre. Quand on peut, encore une fois. Oui, bien sûr. Quand on peut. Après, quand on peut, oui, c'est sûr, mais le fait déjà d'y être sensibilisé et de savoir que c'est possible et que ça pourra avoir un impact positif, ça permet déjà de pouvoir essayer d'y tendre et de modifier un peu son quotidien pour faire en sorte de pouvoir respecter tout ça. Tout dépend, encore une fois, dans quel groupe tu es. Oui, c'est sûr. Parce que très souvent, les entreprises procrastinent sur leurs objectifs. On arrive en septembre, il Ça reste un charbonne. trimestre, c'est Ouais. compliqué, il faut charbonner pour les atteindre. Hmm. Donc t'es en fait à C'est la l'opposé course, même, ouais. t'es littéralement biologiquement insultant. Tu vas à l'encontre de tes rythmes biologiques. Mais t'as pas le choix. T'as pas le choix parce que octobre, novembre et la première partie de décembre, C'est ça, et après c'est janvier, tu du coup c'est travailles. un nouveau bilan fiscal, donc il faut recommencer. c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Après on peut tendre vers le mieux, sans faire le mieux. Il faut tendre vers. Et se comprendre, encore une fois, arrêter de se critiquer. Si je procrastine, c'est pas un défaut. Il y a une raison derrière. J'ai un déclencheur qui est pas assez visible. Si je suis démotivé, peut-être que l'effort à fournir n'est pas rentable pour moi aujourd'hui. Et quand on le comprend, on peut du coup trouver des solutions pour composer avec. Ça demande quand même de prendre pas mal de recul. Hein. Et un gros C'est travail pas une musculation, d'introspection. Quand tu commences, c'est compliqué. Tu viens tout intellectualiser, ton mouvement il est pas beau, il saccade. Après, ça devient naturel. C'est en, Tu sais forge- t'écouter. c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Hein. C'est ça. Et aussi, il faut documenter, je pense. On le fait pas assez. Écrire tes ressentis. C'est ce que tu fais? Moi, j'ai un journal intime, c'est un peu galvaudé comme terme, j'en ai conscience, que je complète tous les jours depuis 1600 jours de suite. Oh, Ouais, c'est une belle perf, j'en suis assez content. 1600 jours, ça fait 5 ans? Ouais, pas loin de 5 ans, ouais. Pas loin. Trop Un bien. peu plus, je sais plus. Et en Et plus, qu'est-ce que, alors, c'est vraiment journal intime en mode, tu fais un petit résumé de ta journée ou non, c'est quelque chose de plus organisé avec tes niveaux d'énergie, je sais pas moi, j'ai fait, ta les... productivité notée sur 10. j'ai fait les deux maintenant, je préfère le côté très déstructuré Ok. du journal intime. Je Tu préfère. laisses, Ouais. tu mets tes idées sur papier, quoi. Mais l'avantage que ça, déjà, tu viens prendre le temps d'intellectualiser ta journée. Ça, on le fait trop peu. De prendre du recul sur ce que j'ai fait, ce qui a été, pas été. Et en plus, l'application par laquelle je passe, et qui s'appelle Day One, a une fonctionnalité un peu comme sur Facebook où tu as ce jour-là. Donc, tu reviens sur tes entrées des années précédentes. Ok. N-1, N-2, N-3, N-4, etc. Ok. Donc plus tu vas l'alimenter, plus tu as en fait des feedbacks de toi-même d'il y a X temps en arrière. Plus tu vois tes erreurs récurrentes. Ça fait 10 ans, peut-être pas 10 ans, du coup 3-4 ans que je fais cette erreur-là. Ok, peut-être maintenant agir. Parce que le documenter c'est bien, maintenant on agit. Passe à l'action, on planifie. Ok, peut-être que j'étais content il y a 4 ans en arrière parce que j'ai fait un mois à 1500 €. Maintenant je m'en veux parce que j'ai fait que 10 000 €. Prends du recul. Quand tu revois ce souvenir, Voilà. tu te dis, ah ouais, Prends ok. du recul en fait. T'as quand même bien progressé aujourd'hui. Prends du recul. Et ça on le fait pas assez je trouve. Et j'ai commencé à le faire pour mes enfants. Trop bien. À documenter tranquillement leur journée. C'est pas grand chose. Mais je trouve ça plutôt sympa de mettre des photos, etc. pour s'y référer plus tard.
Et comment ça se passe concrètement? À la fin de ta journée, tu prends 5-10 minutes. C'est ça, complètement. Complètement. Et Pierre. c'est une application, donc tu le dictes ou alors tu Je l'écris? le saisis. Tu le saisis. Alors, idéalement, le mieux, c'est d'écrire à la main. Ouais. Très clairement, parce que le papier apporte vraiment aussi, le papier est fini par essence, donc t'es plus actif. Tu penses à tes mots, la longueur, etc. Comment je retourne à la ligne, tu t'appliques. Mais par simplicité, je passe par l'application. Ouais, et en plus, l'application, comme tu dis, peut te ramener à... Tu peux aussi faire imprimer. Chez moi, j'ai un de mes journaux, toi qui as imprimé. C'est beau, toi, c'est un objet physique. Hmm. C'est intéressant. Donc ouais, c'est un super outil. Maintenant, tu peux le coupler à l'IA. Alors pas en natif sur l'application que j'ai, mais tu as une super IA qui s'appelle Notebook LM, que tu connais peut-être. Je connais pas. En fait, tout le monde connaît ChatGPT. Ouais. Notebook LM, tu peux l'alimenter avec tes propres données. Et en fait, l'IA ne recherche que dans tes données à toi. Ok. Donc j'ai extrait simplement 5 ans d'entrée, Hmm. mis dedans. Et je me pose des questions sur moi-même. Ah, trop bien. Donc c'est plutôt intéressant, toi. Tu peux partager une des questions que tu te poses sur toi-même ou c'est un peu... Non, mais par exemple, peu tout perso. ce qui est toutes mes dissonances, toi. Hmm. Des choses que tu prônes, mais que tu fais pas toujours. C'est possible, par exemple, déconnecter les écrans et paradoxalement, être sur YouTube, sur LinkedIn. Également, apprends-moi des choses que je connais pas sur moi-même. Toi, c'est intéressant, toi. Retrace-moi ma vie, etc. Mon rapport par rapport à mes enfants, comment a-t-il évolué? Et c'est vraiment pertinent. C'est vraiment très intéressant. Je t'avoue que j'ai jamais eu la motivation de le faire. Eh, mais tu l'as pour la musculation, ça revient au même. Je l'ai pour la musculation. C'est l'inertie de début qui est compliquée. Une fois que c'est mis en place, c'est plus compliqué d'arrêter d'écrire que d'écrire. Hmm. Comme pour la musculation. Le jour où tu as dû arrêter à ton niveau de tenir le plan, il est atroce ce jour-là. Ouais, complètement. Tu vois le temps qui défile, 23 heures, t'as fait chier, j'ai encore une opportunité de faire des pompes, toi. Non, je le fais pas. Je eu le cas pour les applications, j'ai eu 300 jours de suite sur certaines applications, qu'il faut arrêter les 300 jours. La vache, C'est dur. c'est très compliqué. Je te pose encore une ou deux questions sur ça parce que ça Non, mais m'intéresse. vas-y, hein, Ça m'intéresse. je suis là pour ça. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Quel a été le déclic pour faire du... On peut appeler ça du journaling? Je sais On pas peut appeler si... ça comme ça, ouais. C'est Olivier Roland, Ok. que tu connais, je pense, Ouais. potentiellement, un très gros infopreneur français, qui le recommandait, tout simplement. Il y a très longtemps en arrière, et je dis, bah ok, je vais tester. Et ça s'arrêtait là. Au début, c'était très sporadique, j'en mettais par-ci par-là, après j'ai essayé à la main aussi, Mhm. et après je suis revenu sur l'application et je m'y suis tenu. Et le fait de continuer fait qu'aujourd'hui, encore une fois, arrêter est plus dur que de continuer. Ouais. Et puis, j'imagine que tous les points positifs que ça a généré, ça te donne pas envie de... Monstrueux. Ça te donne pas envie d'arrêter. Ok, je vais tester. Là, c'était mon déclic pour... Magnifique. C'était mon déclic pour le faire parce que, en plus, j'adore... Tu l'as dit, j'adore faire ça pour la musculation. Et puis même pour la musculation, j'aime documenter. Tu sais, j'ai toujours mes programmes de muscu de quand j'ai commencé la muscu. Moi aussi. Je les ai tous notés sur un carnet d'entraînement. Enfin, maintenant, c'est sur un tableur, mais avant, c'était sur un carnet papier. Et j'ai encore mes charges, mes exercices que je faisais en 2007. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié faire avec la muscu. Ça serait peut-être le moment de m'y mettre pour ma vie. Tu peux saisir tes programmes dans l'application. Aujourd'hui, j'ai soulevé tel tonnage. Ça, c'est parfait. Je fais ça et ça. Est-ce que, question qui me permet de faire une transition pour après, est-ce que ça t'a permis d'améliorer ta mémoire ou pas forcément? Est-ce que tu te rappelles plus facilement de ce que tu as fait les précédents mois, précédentes années grâce à ça? Oui, complètement, parce que tu trop plonges dans le souvenir que tu as lu. Et ça, c'est génial. Bon, je vais encore étaler des 3 éléments scientifiques, mais en fait, tu peux moduler ta perception du temps. Et ça, c'est super intéressant. En effet, la perception du temps est intimement liée à la production de dopamine. Plus tu vas produire de dopamine, plus le temps va se tracter. Alors, plus il passe vite à un instant T, et plus son souvenir perçu est long. Oula, attends. Donc, exemple tout bête. T'as fait un super événement. Qu'est-ce qui t'a marqué dans ta vie, toi? Par exemple, un saut en parachute, des choses comme ça, je sais pas, ou j'ai pas fait de saut en parachute. ta première convention, par exemple. Ouais, un premier salon, tu sais, un truc de fitness. C'est passé super vite quand tu y étais. C'est passé super vite. Parce qu'en fait, ton cerveau est en mode ultra analyse de chaque élément nouveau autour de toi. Et là, c'est la dopamine, en fait, vraiment. Ok. Je retiens, etc., tous les éléments, ça me motive, je veux y aller, c'est génial, et ça passe en claquant les doigts. Pardon pour le micro. Et si jamais tu y repenses maintenant, le souvenir perçu est beaucoup plus long. Tu repenses peut-être au trajet, à l'hôtel avant, à ce que tu as vu, etc., aux photos que tu as prises. Complètement. Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant par rapport à ça, et là, ça fait le lien avec le journal, c'est que quand tu vas multiplier les expériences dopaminergiques, tu viens allonger ton temps de vie, en quelque sorte. Tu viens davantage remplir ta vie. C'est pour ça que les gens qui partent en vacances et qui enchaînent constamment le dodo, la plage, le repas, la plage, les soirées, dormir tous les jours, en fait, ils ont une perception des vacances qui certes est longue, mais quand tu t'y plonges, en fait, tous les souvenirs, vu que ce sont les mêmes, ils viennent se cumuler, se stacker. Et t'as Au final, l'impression la que t'es jamais perception est parti. beaucoup plus courte. Ok, Et en fait, tu d'accord. peux pas te replonger dans les vacances pour récupérer les bénéfices en termes de repos, de plaisir que les vacances t'ont apporté. Par contre, si jamais tu testes des nouveaux restaurants,
Tu fais des sports atypiques. Moi, j'ai fait l'Égypte, toi, j'ai fait du snorkeling, beaucoup de choses. Ma perception de l'Égypte, mais elle est monstrueuse, elle est géniale. Et paradoxalement, j'ai moins de perception quand j'étais au Caire parce que j'étais fixe et je fais moins de choses au Caire qu'ailleurs. Donc en fait, il faut multiplier les expériences dopaminergiques, les nouveautés, pour allonger le souvenir perçu des vacances. Et quand tu vas relire ou repenser, donc là on fait le lien avec le journal, une activité dopaminergique, tu vas t'y replonger naturellement. Et donc tu vas en ressentir les bénéfices aussi, Ah, là, c'est physiologiques. Là, c'est vraiment très intéressant ce que tu dis. Et je pense que beaucoup de personnes vont se retrouver dans la description que tu as faite des vacances, qui, effectivement, sur le moment, le souvenir perçu est long. Enfin, l'expérience perçue est longue, mais les souvenirs... Ouais, complètement. Et l'autre bénéfice d'avoir ces vacances très remplies en termes, encore une fois, dopaminergiques, c'est que tu vas multiplier les opportunités d'en parler aux autres. Et donc de t'y replonger encore une fois. De par ces nouvelles expériences et ces activités qui t'ont un peu marqué. Tu dis jamais ma journée durant les vacances c'était faire de la plage et manger au restaurant. Ça t'en parle pas. Par contre effectivement j'ai fait le tombeau des pharaons en Égypte. Là tu vas en parler, t'es content. Tu montes les photos, du coup tu t'y replonges davantage. Donc tu peux moduler ta perception du temps aussi. Et par la relecture du coup tu viens t'y replonger encore une fois. Ça c'est le cheat code pour avoir une vie encore plus longue en fait. Enfin pas forcément plus longue mais davantage remplie. Ouais. Ok. Et donc cet exercice de journaling t'a permis indirectement de travailler ta mémoire et d'avoir cette perception qui est plus longue des événements. Complètement. Ok. Et du coup, je reviens au journaling, mais tu le fais aussi en vacances, tu le fais aussi quand t'es parti en Égypte. Alors l'Égypte, je le faisais pas encore, mais oui, sinon partout, ouais. Ok. Partout. Et des fois, je note des choses futiles. C'est avant-hier, j'ai eu du mal à m'endormir. J'ai réfléchi sur les meilleurs super pouvoirs qu'on pourrait avoir. Du coup, j'ai noté, je trouvais ça fun, toi. Avec les limites, les conclusions et tout. Attends, le meilleur super pouvoir à avoir, la téléportation, je dirais. T'as dit ça aussi? Ouais. Non. Au début, en fait, j'en ai sélectionné 5. La force. Ok. En mode Superman. Le fait de voler. Le fait de tout apprendre rapidement. Arrêter le temps et la téléportation. La force, j'ai arrêté parce que ça sert à rien à part pour l'ego. Voler, tu peux le faire que la nuit parce que si on te voit, t'es grillé. Tout apprendre, ça enlève le plaisir de découvrir. Au début, je pensais arrêter le temps. Parce que tu peux bosser, etc. Tu peux faire des choses. Sauf qu'après, j'ai poussé le délire. Ok, mais les conséquences, c'est quoi? C'est que tout le monde vieillit à côté de toi. Toi, tu vieillis plus, pas les autres. Attends, si t'arrêtes le temps... Toi, ta biologie ne s'arrête pas, ça s'arrête. Ah bah ouais. Du coup, tu viens te retirer des années de vie. La téléportation. On est d'accord. Voilà. T'as vu, en plus, c'était direct. Ça, Margot, tu choisis quoi, toi? Téléportation aussi? Téléportation, ouais. Ouais, je pense que c'est un peu un rêve. Toi, tu peux noter des trucs vraiment introspectifs, le rapport à mes fils, comme des futilités comme ces dernières, toi. Faut pas te limiter. Faut t'amuser. Mais je suis passé au départ par un cadre. Au début, je me posais des questions. J'ai vu les limites et après, je m'en suis extrait. Tu te posais des questions existentielles ou pas forcément? En fait, j'avais vraiment une structure, ok. Ma journée, le bilan, etc. Ce qui a été, ce qui a pas été, machin. Toi. Et maintenant, c'est roue libre, même si avec l'habitude, de toute façon, t'as peut-être des automatismes qui... Des fois, j'écris littéralement rien parce que j'ai rien à dire, ça m'arrive. Mais c'est écrit juste rien. Alors, t'écris rien ou il y a rien sur le... Non, j'écris rien. Okay. Et un jour, j'ai vu, c'était cette année, comme quoi, durant 3 années de suite, le même jour, c'était marqué rien. Il y avait un pattern. C'était un jour spécial. C'est du hasard, je pense, mais ça m'a fait rire. Trop drôle, t'imagines? Tous les ans, le 14 avril. La journée du rien. Rien. C'est ça. Tu sais qu'il faut rien prévoir à ce moment-là. Ah, mais c'est trop bien. Donc, est-ce qu'on pourrait considérer ce que tu viens de dire comme une technique pour améliorer sa mémoire? D'avoir des activités dopaminergiques. On appelle ça comme ça? Oui, qui te procure du coup effectivement la dopamine. Ça va pas améliorer directement ta mémoire. Je dirais pas ça. En fait, la mémoire, c'est comme la musculation, faut passer par l'effort. Ni plus ni moins. J'ai balancé peut-être 1500 notes sur Obsidian, que tu connais potentiellement une application. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai noté. Très souvent, c'était un copier-coller d'ailleurs. Et je m'en rappelais pas. C'est dommage que je l'ai pas ici maintenant, j'écris tout à la main. J'ai un carnet, des dessins, des schémas, parce que en fait, je fais l'effort cognitif de prendre des notes, de faire des dessins, de me les approprier. Et là, je retiens beaucoup plus de choses. Parce que la mémoire, encore une fois, c'est en lien avec la plasticité cérébrale dont on a parlé. Il faut de l'effort. Il faut de la contrainte. Et il faut du sens aussi. Beaucoup de gens consomment des vidéos un peu sur YouTube au hasard. Tu retiens rien. Oui, parce que le sujet qui t'est imposé n'est pas survenu au bon moment. Moi, j'ai vu une vidéo récemment qui m'a passionné, dont le titre, m'a passionné, l'histoire des mathématiques. Après, je me suis dit, mais en fait, à quoi ça va te servir aujourd'hui? À rien. Mets de côté quelque part pour plus tard, ouais. Mais là, pour l'instant, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est X, c'est pas Y. Donc, va que sur X. Et ça, c'est un conseil que je donne très souvent aussi aux personnes que j'encadre. C'est pratiquer ce que j'appelle moi le bain d'apprentissage. La meilleure façon pour apprendre l'anglais, c'est partir dans une ville anglophone seule pour être baigné dans l'environnement anglais. La meilleure façon d'apprendre n'importe quelle compétence, c'est de baigner dedans. Tu vas apprendre la musculation, t'écoutes Nassim, t'écoutes Rudy, etc. toute la journée. Tu t'imprègnes d'eux. Tu fais des recherches. Tu lis un peu de Delavier, tu prends des notes. Effectivement, tu fais tes courses, t'écoutes Nassim.
pas pour retenir, mais pour récupérer le vocabulaire en tâche de fond. Il faut que ce soit proactif, c'est ça? Alors, tu as la partie proactive, encore une fois, avec les livres où tu vas vraiment te former, les vidéos presque didacticielles. Mhm. Mais après, tu as aussi le côté vraiment passif. Je suis à Londres, j'entends les gens parler. Mhm. Mon cerveau, du coup, intègre des choses de façon inconsciente que je pourrais restituer par la suite. Vraiment baigné, quoi. Donc, j'écoute encore une fois le podcast de Superphysique, par exemple, pour m'imprégner pendant mes courses. Des fois, je vais penser à autre chose. Mais reste le fait que ce discours-là va s'imprégner chez moi. Et après, je passe à l'action. Si on voit effectivement qu'il faut mettre telle inclinaison pour tel mouvement, ok, j'essaye. Et après, je documente. Comment est-ce que je me ressens? Ça a été, ça n'a pas été. C'est proactif l'apprentissage, c'est pas passif. Est-ce que ça veut dire que c'est pas une très très bonne méthode de vouloir picorer de plein de sujets différents à tous les moments de la journée? Donc par exemple, ce soir, je me fais une vidéo sur l'investissement immobilier, après une vidéo sur les mathématiques, ensuite une vidéo sur la nutrition. Ça voudrait dire que de survoler un petit peu tout ça, c'est pas forcément Pour moi, bonne méthode. j'éviterais, sauf si tu peux faire des ponts par rapport à ton domaine de compétences initiales. Hmm, Par exemple, l'effet cumulé en investissement, tu as un pont avec la musculation. bien sûr. Il est facile à faire, tu Ouais. peux le faire. Les mathématiques avec le fait de compter ses charges, c'est un peu plus idiot, mais tu peux faire des ponts. Raccroche ça à un domaine que tu maîtrises et que tu veux maîtriser parce qu'il fait sens pour toi. Toi, Nassim, c'est la photo, par exemple. Ouais. Je sais que c'est important pour toi. Absolument. L'esthétisme, la photo, tu as des liens à faire faciles. Les mathématiques, la photo, potentiellement, tu peux effectivement, des illustrations, etc., de schémas mathématiques, tu peux faire des liens. Les perspectives, etc., toi, tu peux le faire. Ou même comprendre comment fonctionnent des objectifs, des lentilles, tu vois, la réfraction, etc. Ça se fait Complètement. avec Ça des fait formules écho mathématiques. à quelqu'un qui était dans ma classe C'était quand? C'était au lycée. C'était un cancre à l'école. Cancre de chez cancre. Mais il connaissait littéralement tous les vainqueurs de tous les Tours de France depuis le début. Parce que sa passion, c'était le sport. Pareil pour le rugby, que le top 14 et le top 12. Là, la bonne pédagogie, c'est laquelle? C'est ok, on va t'apprendre la géographie par le Tour de France. On va t'apprendre les mathématiques par le rugby. Ok, complètement. Voilà, on t'apprend ça, toi. Comment est-ce que Webb Ellis a créé le rugby? Ok. Du coup, après, ça fait peut-être écho à l'histoire des ouvriers en Angleterre. Fais un lien avec tes passions. C'est une pédagogie, le nom m'échappe malheureusement, mais fais un lien entre ce que tu aimes quand t'es enfant ou adulte et ce que tu veux apprendre. Tu crées des connexions. Intelligence, c'est interlinguere, c'est créer des liens entre les choses. Et là, t'apprends les choses. Là, tu viens de partager quelque chose de très important. Merci. De très, On a un peu très dévié de la productivité, je suis de très désolé. intéressant. Non, on n'a pas dévié du tout. Hein. Je pense que c'est, à part si t'es pas à l'aise de discuter Ah de non, ça, mais c'est un de mes sujets que j'adore, moi. Ah non, un de mes c'est- buts, c'est de révolutionner l'apprentissage au niveau des enfants, ayant 2 enfants, et de passer par le prisme du jeu. c'est Ça- carrément génial. Ça, c'est un de mes objectifs, pas maintenant, peut-être l'année prochaine, mais vraiment créer des jeux où les parents et les enfants vont jouer ensemble le soir pour apprendre des devoirs. Moi, mon fils, par exemple, le plus grand, qui maintenant est en école post-supérieure, mais CP, CE1, etc., Il a pour six- qu'il apprenne, 6 ans, 7 il a ans. 6 ans et demi, ouais, il va sur 7 ans bientôt, pour qu'il apprenne à lire, j'ai créé ce que j'appelle le donjon des monstres. J'ai créé différents monstres avec des niveaux de difficulté qui allaient de 1 à 5, schématisés par des étoiles. Quand t'es 1, c'est un nom de monstre, par exemple chat, qui est tout simple à prononcer. Plus t'avances, par exemple, c'est le dragon merveilleux, etc. Je lignais les monstres, face cachée, il avait un petit Lego, il devait aller vaincre, en prononçant le nom. Et à la fin, il chopait une carte Pokémon qui était face cachée. Pour le côté plaisir. Génial. Tu vois, c'est un peu comme le casino. Ouais. Les récompenses sont aléatoires. Ça, c'est très dopaminergique. Pareil, il faut que je reprenne, j'ai arrêté malheureusement. J'ai fait en sorte, grâce à l'IA notamment, de créer des histoires qui mettaient en scène Pythagore, Thalès. Imagine, t'as un enfant. Depuis 6 ans, tu racontes l'histoire du chevalier Thalès, qui a vaincu tel dragon grâce à son théorème. Le jour où tu arrives au collège, ton enfant arrive au collège. Le Il théorème, entend Thalès il est ok. Ouais. Il le connaît par complètement, cœur. Mais par le prisme ludique. Heroic fantasy, histoire, dragon, jeu de rôle. Ça fait sens pour lui. Il se rappelle de ça. Parce que durant 10 ans, t'as lu des histoires à ton fils. Mais pas que pour un enfant. Moi, je veux l'histoire du chevalier Thalès. Hein. Un outil que j'aime bien pour apprendre des choses sur les sujets qui me passionnent, c'est la bande dessinée. T'as des cours de physique quantique en bande dessinée. Parce que tu viens désacraliser. As-tu besoin, toi, Nassim, d'apprendre tout sur la physique quantique? Non, tu veux des bases pour en parler potentiellement, faire des liens, etc. Oui, Ouais. c'est génial. La bande dessinée est un très bon proxy par rapport à ça. Tu le lis le soir, comme ça t'évites les écrans, tu te détends et t'apprends tranquillement, en plus avant de dormir. Donc tu viens consolider durant la nuit tes souvenirs. C'est parfait. C'est génial. C'est parfait. Mais alors, pour cette question de l'apprentissage auprès des enfants, là, du coup, ça demande une approche qui est complètement personnalisée, quelque chose qu'on ne peut pas faire forcément dans une école plus classique où tu as des classes de 30 enfants. Même on a l'IA maintenant. Et tu penses que ça pourrait nous permettre de... Pas au niveau scolaire, au niveau parental.
Simplement, tu prends n'importe quel cours en mathématiques, tu dis ok l'IA, en fait fais-moi un jeu de rôle sur ce cours-là. Idriss Aberkan en parle très souvent de ça, Ouais. pour apprendre tel théorème. Et ça change tout en fait. Donc au lieu de faire les devoirs avec ton fils le soir, t'as ce jeu qui est plus ludique et qui te permet d'avoir au final les mêmes apprentissages. Et moi, j'adore les jeux de société. C'est un outil cognitif qui est oublié. Parce que, encore une fois, le jeu est très mal vu. En fait, on a quitté la logique de l'homo ludicus pour l'homo ludens, pardon. On a opposé le travail au jeu. Depuis des années et des années. Sauf que tous les mammifères apprennent en jouant. Tu prends des chatons, ils apprennent à se battre en se chamaillant. Mes fils veulent se chamailler constamment avec moi. J'ai des cicatrices partout de mes enfants, quoi. J'en ai partout. Et c'est pas moi qui les frappe, c'est eux qui me frappent littéralement. Ils me sautent dessus, les genoux en avant, quoi. Donc forcément, ils aiment le jeu, ils aiment cette approche-là. Donc comment est-ce que tu peux reproduire ça pour que les devoirs ne soient pas des devoirs, justement? Juste le terme de devoir, il a un poids, mais qui est monstrueux. Monstrueux, ouais, Tu complètement. dirais des jeux. Il y a un jeu de société qui est génial, qui s'appelle Timeline. En fait, tu as des cartes en main, avec différents événements historiques. Donc par exemple Pearl Harbor, par exemple la création de l'univers, etc. Et chaque joueur doit les poser sur une timeline au milieu. Donc le premier pose, ok, maintenant tu te demandes si la Seconde Guerre mondiale c'était avant ou après les pyramides. Ok, donc c'est forcément après. Je pose du coup les pyramides juste avant, avec frise chronologique. Et plus t'avances, plus c'est compliqué. Okay. Et donc t'apprends l'histoire par le jeu et par aussi une logique d'événements. Et ça on le fait pas. Ouais. Tu peux appliquer ça aussi à la physique quantique, etc. toi. Même aux planètes. La taille des planètes, où tu as de l'atome à la planète, qui est ce qui est de plus en plus grand. Même par rapport au corps humain. On peut faire les os, du plus bas entre guillemets au plus haut, toi. T'as plein de choses à faire. C'est vraiment super Et par le intéressant. principe du jeu, encore une fois. Et pour nous, en tant qu'adultes, ce bain de... Comment t'as appelé ça? Le bain d'apprentissage, quand tu t'immerges dedans réellement. Ce bain d'apprentissage, je considère qu'il est vraiment très important. Il n'y a pas que ça. Également, je parle beaucoup de sprint d'apprentissage, limiter le temps qu'on a pour apprendre une compétence. Ok. Tu te dis, je vais apprendre la photographie, déjà c'est trop vaste. Oui, parce que tu peux ne jamais terminer d'apprendre la photographie. Plus on en sait, moins on en sait. Toi, au début, je parlais de productivité, maintenant, je parle de neurosciences, de psychologie évolutive. Parce que pour moi, c'est lié. Je me suis pas arrêté à la première couche de l'oignon. J'ai cherché à aller plus loin. Pareil pour la photographie. Donc déjà, on commence par ce que j'appelle l'apprentissage laser. Tu viens identifier la compétence qui te manque à un instant T. Dans ce domaine-là. Ouais. Donc par exemple, toi, je sais pas, c'est faire un bel effet bokeh. Comme ça, tu peux l'exploiter aussi facilement, mettre en application. Donc, ok, moi, Nassim, je veux développer cette compétence par rapport à ça. De quoi ai-je besoin? Des formations en ligne, de livres, etc. Ok, je prends ce livre qui est la référence. Le livre est pas intéressant en entier. Quel chapitre m'intéresse par rapport à ce que je vais faire aujourd'hui? Je lis que ce chapitre-là. C'est vraiment laser. Je m'arrête à ça, c'est laser. Et là, je me laisse 7 jours pour l'apprendre et pour expérimenter. Encore une fois, tu as une deadline. Versus, je veux apprendre la photo. Ok, bah vas-y, t'en as pour une vie à apprendre la photo. T'en as pour une vie, littéralement. Mais je veux apprendre le bokeh spécifiquement pour prendre des photos de chats, j'en sais rien. C'est déjà beaucoup plus précis et tu peux expérimenter. S'il faut ouvrir ta focale à X, bah tu vas l'ouvrir à X dès maintenant, dès la fin du chapitre et t'essayes. C'est marrant parce demain, que pas après-demain. Tu viens presque de décrire une programmation d'entraînement que j'ai fait en musculation. Tu vois, avec un objectif précis, quelque chose de daté dans le temps, tu vois. Et ne pas s'éparpiller en voulant prendre comme objectif je veux être plus musclé, parce que c'est hyper général et on peut ne jamais avoir terminé d'être musclé. On peut ne pas avoir terminé d'apprendre le développé couché, par exemple. Ça peut prendre des années et des années. Donc être musclé, c'est encore pire. Puis ça veut dire quoi être musclé? Il faut parler aussi du sommeil, de l'alimentation, des relations sociales, du sens, des équipements, de la charge. Il y a des millions de trucs. Et t'as dit 7 jours de manière arbitraire, c'est un exemple? Arbitraire. Ok. Donc ça peut être moins, ça peut être plus en fonction de la compétence que tu décides. C'est rarement un mois. Parce que t'es très laser, encore une fois, c'est que le bokeh. Ouais, il faut que ce soit relativement court. Et tu dois passer à l'action rapidement, encore une fois, parce que c'est l'action qui donne l'information. C'est pas l'inverse. C'est en te plantant sur ton bokeh que tu verras que t'as fait des erreurs. Et donc que tu vas réajuster le tir. C'est pas en lisant uniquement que tu vas apprendre. T'as beau tout lire sur le vélo, tant que tu fais pas du vélo, tu fais pas de vélo, tu tombes. Et tu penses qu'aujourd'hui, on a un peu l'approche inverse, où on a envie de tout connaître sur le sujet avant d'espérer se lancer? Ça rassure. Encore une fois, le cerveau humain ne veut pas gaspiller d'énergie. Passer à l'action, c'est se confronter au réel. Donc naturellement, tu peux être en situation d'échec. Et ne pas gaspiller d'énergie, ce serait tout apprendre pour éviter les erreurs, c'est ça? Pour éviter de passer à l'action. Ok. Chercher la perfection avant d'agir. Parce que le coût de l'action est monstrueux. Lire un livre, t'es pas en situation d'échec. Ouais. Apprendre la prise de parole en public dans ton salon avec un bouquin, c'est pas parler en public. Apprendre, je sais pas, à faire du développé couché, c'est pas en faire. Donc c'est différent. L'énergie n'est pas la même. Ok. Il y a un coût cognitif, certes, mais qui est moindre par rapport au coût de l'action. J'aime beaucoup ça. J'aime vraiment beaucoup. Et tu vois, c'est même quelque chose qui, en réalité, je n'applique pas pour d'autres choses que le sport, alors que je devrais 100%.
Ce qu'on appelle la dépendance au domaine, pour information. Ah ouais? C'est avoir beaucoup de compétences dans un domaine précis et pas faire le transfert dans les autres. L'exemple que j'aime bien par rapport à ça, c'est la femme de 40 ans qui fait du yoga et qui est experte en yoga sur le tapis de yoga. Dès qu'elle quitte le tapis, elle pense plus à la respiration, plus à la posture, plus à rien. Donc, il faut réussir un peu à élargir tout ça. C'est Taleb qui en parle très très bien de la dépendance au domaine. Comment est-ce qu'on peut s'enfermer en termes de connaissances dans son domaine précis et ne pas élargir ses compétences à d'autres domaines. D'où l'importance de faire des ponts, des liens et des jonctions. C'est super intéressant. Oh, après ce podcast, je vais faire du journaling, je vais faire du NSDR, ça va être la totale. C'est magnifique. Hein. Peut-être pas pour clôturer parce que c'est aussi un sujet intéressant. Je voulais parler aussi d'un peu de nutrition et de tout ce qui pouvait nous permettre de booster un peu nos performances cognitives. Bon, j'imagine que tu as fait quelques recherches là-dessus et que tu expérimentes des choses, t'expérimentes personnellement des choses. À quoi ça ressemble ton régime alimentaire, entre guillemets? On va citer une personne que tu as citée précédemment, Charles Poliquin, qui pour moi dit une règle qui est fondamentale. C'est si ça ne nage pas, ne vole pas, ne court pas, ne pousse pas dans la terre ou sur un arbre, ça ne se mange pas. Tout simplement. J'ai bien complété aussi cette phrase-là par tout ce qui fait l'objet d'une publicité. Faut pas le manger. C'est bête, mais voilà. Après, un élément très important par rapport à l'alimentation, c'est le timing d'alimentation. On en parlait précédemment, toi et moi. Tu fais un énorme plat de riz le midi. Le riz, tu peux dire, ok, c'est plutôt sain. Sain, c'est un mot qui veut rien dire, mais on va dire sain dans les codes actuels. Bien sûr. Tu manges ça le midi, tu vas avoir un creux d'énergie monstrueux l'après-midi parce que tu as littéralement une chute de glycémie qui opère. Tu as le pic puis la chute à cause de l'insuline. Donc, apprendre à manger quel aliment et surtout quand les manger, c'est ultra stratégique pour être plus efficace. Rappelle-toi, on l'a vu précédemment, l'énergie varie en journée. Naturellement, pour beaucoup de personnes, tu as un pic le matin qui décline tranquillement, un tout petit regain en fin de journée, après ça redescend avant le sommeil. Donc, il faut aligner ce que l'on mange par rapport à ce pic-là, pour renforcer, par rapport à cette fluctuation-là, pour renforcer les pics et atténuer les creux. Moi, personnellement, je suis assez partisan du jeûne intermittent le matin. Je crois que tu le fais aussi ou t'as arrêté, je sais plus trop. Je le fais de temps en temps. De temps en temps. En fait, effectivement, pendant très très longtemps, j'ai pas pris de petit déjeuner et mon premier repas était assez tard dans la journée. Ok. Parfois, je prends un petit déj. Ce matin, par exemple, j'ai pris un petit déj, mais c'était protéines et lipides. Bah super. Il n'y avait pas de glucides. Parfait. Mais je garde encore cette habitude, Charles Poliquin, parce que pour la petite justification, il partait pas du principe, hein, c'est une réalité que le matin, tu avais un pic de cortisol qui correspondait à l'heure de ton réveil à peu près, donc 7 heures du matin, quelque chose comme ça. Et que le cortisol et l'insuline étant des hormones qui sont contraires, entre guillemets. Antagonistes un peu. Antagonistes. Donc si tu consommes des glucides qui vont provoquer une sécrétion d'insuline, eh ben ça va réduire ta sécrétion de cortisol et donc créer tout un tas de soucis. Hein. Complètement. Et en plus, comme tu l'as mentionné, je crois précédemment, cette notion de creux, effectivement, glycémique crée un creux cognitif aussi. Et après, c'est un cercle vicieux qui s'installe. Tu manges un petit déjeuner à la française, qui est une bombe glycémique. D'ailleurs, je suis en lutte perpétuelle contre les formateurs en productivité qui servent des croissants. Pour moi, c'est complètement un problème. Croissant jus de fruits, c'est la base. Hein. C'est français, encore une fois. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est français. En fait, tu donnes les outils pour être non productif à des gens que tu veux rendre productifs. Il y a un problème quelque part. Ouais. Donc, le matin, effectivement, l'idéal, si vous mangez, c'est comme tu as pris toi, des glucides et des lipides. Idéalement, des éléments facilement digestibles. Pour éviter la surcharge au niveau, encore une fois, digestif, parce que tout ce qui est alloué à la digestion n'est pas alloué à la cognition. Après le midi, j'aime bien prendre quasiment comme ce que tu prends le matin. À nouveau, lipides, protéines, des légumes, évidemment, je le mentionne pas parce que pour moi, c'est logique. Hein. C'est évident, ouais. Et on va privilégier les sources de protéines dites légères. Tout ce qui est poisson blanc, viande blanche, œufs, principalement. Encore une fois, par souci de digestion. Et le soir, par contre, là, on peut davantage consommer potentiellement des glucides, etc., si on le souhaite. Et des protéines plus lourdes pour reconstruire. Parce que du coup, naturellement, l'énergie allouée à la digestion est favorable à un sommeil de meilleure qualité. Donc là, on peut jouer avec. Mais c'est plus quand est-ce qu'on mange quoi. Pareil pour le café, tu connais un peu le sujet, je pense. Bien sûr. Prendre le café au réveil, c'est pas ok. Pas terrible, ouais. Trop tard dans la journée, c'est pareil, ça a des conséquences. Donc le timing est super important. Le tempo, pour te parler. Tu sais que cette notion de timing des nutriments, pendant très longtemps, j'y étais très très opposé. En mode, non, attends, c'est le total calorique dans la journée qui va être très important et les macronutriments. Timing des nutriments, ça va être très très secondaire. Mais en réalité, c'est non seulement très important, pas juste pour la composition corporelle, mais surtout pour ton énergie. Tout dépend pourquoi et ta clarté mentale. Je mets des gros guillemets parce que bon, c'est pas trop ce que c'est un terme qui peut tout et rien dire. Ouais, ça dépend pourquoi tu optimises en fait. Tu optimises pour le gain de muscle.
limite des burgers, ça peut faire office d'eux. C'est un total calorique, tu t'en fous de l'activité. Complètement. Toi, c'était le fameux IFIM à l'époque, IFI Feature Macro. Voilà, c'était ça. Je mange une pizza, dès lors que ça rentre dans mes calories, c'est ok pour moi. Maintenant, je t'optimise plus pour la cognition, la santé et tout. Le timing joue beaucoup. Est-ce que tu continues à répartir tes glucides autour de ton entraînement? Non, pas trop, non. Pas trop. Alors, je m'entraîne maintenant. Avant, j'étais à 5 fois par semaine. Maintenant, c'est 3 fois par semaine. Chez moi, c'est un luxe que je me suis attribué. Et aussi, je fais des sports de combat en plus. Je lui Krav Maga, du pancrace. Donc, c'est pas mal taxant, mais je mange les glucides principalement le soir. Ok. Donc, et tu t'entraînes à quel moment de la journée? Le matin. Alors, le matin, on réveille pour encore une fois la musculation, parce que c'est chez moi, c'est moi que les enfants ne se lèvent. Et les sports de combat étant en club, naturellement, c'est le soir, mais je mange avant les sports de combat, jamais après. Il est trop tard sinon. Ok, c'est bon à savoir. Bon, après, c'est pas un podcast sur la nutrition du sport, hein, donc c'est un sujet. Mais... Plus loin dans le raisonnement, manger après un sport de combat, au niveau biologique, ça n'a aucun sens. Parce que t'es en mode sympathique. T'es tourné vers l'action, et non pas en mode parasympathique, tourné vers le repos et la digestion. Ouais, ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je m'étais fait un peu insulter, et je pense que c'est même pas que le cas pour un sport de combat, c'est pour tous les sports. Hein. Bah, typiquement, manger devant son écran, devant ses emails, t'es en mode sympathique et pas parasympathique. C'est une très bonne idée. Manger avec ta compagne qui te trompe, etc., tes enfants qui veulent te tuer, c'est un repas que tu vas jamais digérer. Hein. Non mais c'est vrai. Ça, c'est Julien Pinault qui en parle très très bien, qui est très pertinent par rapport à ça. Mais même, je préfère manger une pizza avec du gluten, etc., avec des amis, avec qui je passe un très très bon moment sans écran, que manger une salade bio avec du poulet de très bonne qualité devant mes emails et un patron qui me gueule dessus. Clairement. Donc interaction sociale, etc. L'environnement, non, hyper bénéfique. C'est essentiel. Alors que d'un c'est un autre côté, catalyseur, c'est essentiel. Ça, on est complètement d'accord là-dessus. Et en termes d'aliments, je fais une petite promotion pour un ami, je me le permets si jamais t'es ok, qui a créé une marque qui s'appelle Féroce. Peut-être que tu connais de nom, ça commence Je crois pas. à faire parler. Il a réhabilité la viande. En fait, il gère des agriculteurs qui ont des cultures françaises avec des vaches en pâturage, que de la vraie nourriture, des vraies conditions. Et en fait, il a couplé la viande classique, qui est le muscle de l'animal, avec des parties plus nobles, à savoir des abats. Personne mange des abats. C'est pour ça. Lui, en fait, l'a camouflé dans un steak haché. Et donc, dans le steak, t'as 80% de muscle, 15% de foie, 5% de cœur. Ce qui fait qu'un steak, en termes d'apport en vitamines et minéraux, équivaut à 2 kilos de légumes aujourd'hui. Et c'est succulent, voilà. Je tenais à en parler parce que c'est une très bonne initiative. Et je préfère la qualité nutritionnelle qu'à la quantité. On est à savoir bien manger, en fait, tout simplement. Comme pour la musculation, un bon mouvement vaut mieux que 1000 mauvais mouvements. On est tout à fait d'accord. Et c'est vrai que cette question des abats, ça a pas trop... Enfin, c'est plus trop aussi populaire qu'avant, alors que c'est des bombes nutritionnelles. Notamment à cause de la vache folle qui a fait très mal par rapport à ça. Alors déjà, c'est des bombes nutritionnelles. 7 grammes de foie, je crois que ça couvre limite tous tes apports en vitamines et minéraux de la journée. 7 grammes, ce qui est ridicule. Et en plus, c'est pas cher. Parce que les gens ne veulent pas les manger. Alors, il y a des choses plus dégoûtantes que d'autres, typiquement les poumons. Faut réussir à les manger, c'est très plastique, mais des poumons, tu prends, je crois que c'est peut-être 2 € le kilo, en bio. Même pour tes animaux, c'est pas cher. Je t'avoue que je me suis jamais aventuré à ça. C'est spécial. Mais ceci dit, j'ai été élevé dans une famille où on mangeait vraiment de tout. Ouais. Donc du foie, complètement, des tripes aussi, pas de problème. C'est des super aliments. Littéralement, c'est un vrai super aliment. Au sens premier. Donc on peut le camoufler avec de la viande, c'est ce que fait très bien David. Et ça marche très très bien. Et c'est succulent en goût. Trop bien. Merci pour le tips. De rien. Jérémy, je crois qu'on a couvert pas mal de choses. C'était ultra intéressant. Merci. Toi, c'est passé vite. C'est passé vite, hein. C'est passé très très vite. Ton livre, tu l'as sorti quand, du coup? Pour ceux qui seraient curieux et qui voudraient le commander, on mettra le lien dans la description. Merci évidemment, beaucoup. avec grand plaisir. En mai dernier, en mai 2024, pour dater un peu le podcast. Ça fait 1 an qu'il est sorti, il marche plutôt bien. J'ai 85 avis sur Amazon 5 étoiles. Ah bah génial. Donc c'est plutôt cool. Un livre que j'ai écrit, comme j'aime à le dire, avant l'IA. Donc c'est plutôt une fierté parce qu'aujourd'hui, ça s'écrit beaucoup plus rapidement, malheureusement pour moi. J'y ai passé 1 an. Et c'est un livre en fait où je pars littéralement du principe que je veux étendre la productivité au domaine de la psychologie évolutive. Avec cette logique, encore une fois, que le cerveau n'est pas programmé pour être productif. Et quelles en sont les conséquences. Donc j'ai mis en place différents modèles dedans, notamment une pyramide, où j'explique que la première chose à optimiser, c'est les ressources physiologiques. Après, les ressources cognitives. Et après seulement les méthodes, et après seulement les outils. Tout ce qui est Notion, template que tu as partout sur Instagram, ça fera jamais de vous quelqu'un de productif. Oh, merci. Oh là là, c'est comme merci. une Ferrari. Tu mets un moteur de Twingo dedans, ça restera une Twingo, malgré l'apparence, malgré la carrosserie. Là, c'est pareil. Si le cerveau ne suit pas, parce qu'il n'est pas aligné avec ses fonctions ataviques, si on n'a pas l'énergie, le reste ne peut pas en découler. La productivité, c'est quasiment une propriété émergente de ça. Ni plus ni moins. On optimise le reste pour qu'elle advienne. C'est comme pour le sommeil. Le sommeil, c'est naturel. Quand tu as un problème de sommeil, c'est que tu entraves les fonctions qui permettent le sommeil.
La productivité, c'est pareil. Tu peux être sûr que je vais envoyer ce podcast à mon associé qui me bassine avec ses process Notion. Magnifique. Comme ça, au moins, je pourrais lui dire que, ok. C'est pas que c'est pas bien. Non, bien ça sûr. vient en dernier. Ça vient en dernier, carrément. En tout cas, c'était très cool. Jérémy, on peut te retrouver sur Insta aussi, il me semble. Tu postes un peu de contenu? Très peu, malheureusement. Davantage YouTube, une vidéo par semaine, LinkedIn et un podcast que j'ai un peu abandonné pour l'instant, que je tiens depuis 2018, je crois. Là, je fais une petite pause, ça fait du bien. Bon, on mettra tout. Mais surtout YouTube et LinkedIn. Ok, on mettra les liens en description de toute façon. Et je serais très curieux de savoir ce que les gens ont pensé de ce podcast. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour savoir si vous connaissiez toutes les notions qui ont été abordées par Jérémy aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu en tout cas. C'était trop bien, j'en ressors avec plein d'enseignements et je peux te dire que ça va y aller, hein. Avec le journaling. Tant mieux. Ça va y... Fois, c'est l'action qui donne l'information. Passe à l'action, après tu verras. 100%. Et je te donnerai du nouveau sur tout ça. Et sois dogmatique au début, j'aime bien le dire. Je suis contre les dogmes, de façon générale. Mais en musculation, c'est l'exemple que tu connais le mieux. Ouais. Il faut passer par le dogme d'un programme préconstruit pour s'en départir par la suite. Absolument. Il faut se l'approprier avant de le quitter. Donc commencez par le dogme, par les approches toutes faites, qui ne, par nature, vous iront pas. Pour bien les comprendre les limites, et après on s'en extrait pour bâtir son approche. Après, pas l'inverse. On peut faire preuve d'un peu plus de Il y a flexibilité. des gens qui ont pensé à tout ça durant des années. Autant s'appuyer dessus. Complètement. C'est bien reçu. Merci Jérémy. De rien. À bientôt. Plaisir. Ciao. Ciao. Merci d'avoir visionné cet épisode complet avec Jérémy. Je vous mets un épisode que j'ai filmé avec le docteur Yvan Cam. Un épisode sur la respiration. Il est passionnant. Si vous ne l'avez pas visionné, je le mets juste ici sur l'écran.